Le vrombissement du Lamborghini Urus déchirait le silence d'une nuit pluvieuse sur Paris. Jean-Luc Moreau, 35 ans, les phalanges crispées sur le volant en cuir italien, observait les gouttes de pluie danser dans les phares des voitures qui passaient. Une autre journée harassante de réunions interminables chez Moreau Technology. Son empire technologique ne se construirait pas tout seul. Un cri strident déchira la nuit. Jean-Luc freina brutalement, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Ses yeux verts balayèrent la rue déserte, cherchant l'origine du son. Là, à l'entrée sombre d'une ruelle, deux petites silhouettes se recroquevillaient contre un mur de briques. « Retournez ici, sales petites ingrates !» La voix rauque et ivre fut interrompue par le bruit de verre brisé. Un homme titubant sortit de l'ombre, tenant une bouteille cassée. La lumière jaunâtre de la rue révéla son visage rouge et bouffi, les yeux troubles de haine et d'alcool. Jean-Luc n'hésita pas. En quelques secondes, il fut hors de la voiture, la pluie glaciale trempant son costume Armani à 10 000 €. « Hé !» sa voix tonna dans la ruelle. « Restez loin d'elle !» L'homme se tourna maladroitement. « Mêlez-vous de vos affaires, Playboy. Ce sont mes filles, je fais ce que je veux avec elles. » Jean-Luc s'avança, sa carrure de près de 2 mètres, intimidante, même à distance. Des années de jiu-jitsu et de boxe avaient sculpté son corps en un muscle solide. Dernière chance. Reculer. Aller au diable. L'homme se jeta en avant, la bouteille levée. Jean-Luc bougea avec la précision de ses années d'entraînement. Il esquiva le coup maladroit, saisit le poignet de l'agresseur et le tordit. La bouteille tomba sur le sol. En quelques secondes, il avait l'homme plaqué contre le mur, le bras tordu dans le dos. « Lâchez-moi, ce sont mes filles, j'ai le droit. »« Vous avez le droit à une cellule de prison, » grogna Jean-Luc. « Quel est votre nom ?»« Henri. »« Henri Dubois, » cracha l'homme, « et ces ingrates sont à moi. Émilie, Olivia, venez ici maintenant. » Les 2 filles se recroquevillèrent encore plus. Sous le lampadaire, Jean-Luc pouvait voir qu'elles étaient identiques, les cheveux bruns trempés, encadrant des visages pâles et terrifiés. Elles devaient avoir à peine 12 ans. Leurs robes usées étaient trempées et sales. « Appelez la police », ordonna Jean-Luc à la plus proche. « Maintenant !» La fille tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone qu'il lui lança. Sa sœur s'agrippait à elle, les yeux écarquillés fixés sur leur père qui se débattait. « Vous n'avez pas à avoir peur », dit doucement Jean-Luc, maîtrisant Henri sans effort visible. « Il ne vous fera plus de mal. Vous ne comprenez pas, » murmura l'une d'elles. « Il nous retrouve toujours. Toujours. Pas cette fois, » promit Jean-Luc. Il sentait la fureur monter en lui. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça à ses propres filles ? « Comment tu t'appelles ?»« Émilie, » répondit-elle doucement. « Et voici ma sœur, Olivia. »« Enchanté de vous rencontrer, Émilie et Olivia. Je m'appelle Jean-Luc Moreau, et je promets que je vous garderai en sécurité. » Henri éclata d'un rire dur et cruel. « Comment ? Vous ne pouvez pas les protéger éternellement, Playboy ? Elles sont à moi. Je les trouverai où que vous les cachiez. » Jean-Luc augmenta la pression sur le bras tordu, faisant gémir Henri. « On parie ?» Des sirènes commencèrent à retentir au loin. Émilie tenait toujours le téléphone comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Olivia n'avait pas dit un mot, ses yeux vitreux, fixés dans le vide. « La police arrive, » dit doucement Jean-Luc. « Vous avez été très courageuse. Maintenant, j'ai besoin que vous me fassiez confiance, d'accord ? Je vous emmène dans un endroit sûr. » Émilie se mordit la lèvre, hésitante. « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» La question frappa Jean-Luc comme un coup de poing. Bien sûr qu'elles ne feraient pas confiance à un étranger facilement, pas après ce qu'elles avaient vécu. Parce que, contrairement à lui, Jean-Luc fit un signe de tête vers Henri. « Je vous demande de me faire confiance. Je ne l'exige pas. Le choix vous appartient. » Les jumelles échangèrent un regard chargé, ce genre de communication silencieuse que seuls des frères et sœurs très proches développent. Finalement, Émilie hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle, « nous vous faisons confiance. »
Les sirènes étaient plus proches maintenant. Jean-Luc pouvait voir les gyrophares rouges et bleus se refléter dans les flaques d'eau. « Mes filles » tenta une dernière fois Henri, la voix brisée. « S'il vous plaît, ce ne sont pas votre propriété, » gronda Jean-Luc. « Ce sont des êtres humains, et vous ne poserez plus jamais un doigt sur elles. » La première voiture de police tourna au coin de la rue, les pneus crissant. En quelques minutes, la ruelle était remplie de policiers. Jean-Luc leur livra Henri, expliquant rapidement la situation. Son nom ouvrait des portes, les Moreau étaient reconnus pour leur généreuse donation à la préfecture de police. Monsieur Moreau s'approcha un inspecteur. « Nous aurons besoin des déclarations des filles. »« Demain, » dit fermement Jean-Luc. « Elles ont besoin de soins médicaux et de repos d'abord. Je les emmène à mon appartement. Vous pourrez me retrouver là-bas demain matin. » L'inspecteur hésita, mais hocha la tête. Personne ne remettait longtemps en question Jean-Luc Moreau. Henri était placé dans la voiture de patrouille, menotté et toujours chancelant. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont mes filles, les miennes. » Émilie et Olivia tressaillirent au son de ces cris. Jean-Luc se positionna entre elles et la voiture de police, bloquant leur vue. « Allons-y, » dit-il doucement. « Ma voiture est juste là. Sortons de ce froid. » Les jumelles le suivirent avec hésitation jusqu'au Lamborghini. Émilie serrait toujours la main de sa sœur, comme si elle avait peur qu'elle soit séparée. « C'est votre voiture ?» demanda Olivia pour la première fois, les yeux écarquillés devant le luxueux SUV. Jean-Luc sourit en ouvrant la portière arrière. « Oui, vous aimez ?» Les filles échangèrent un autre regard avant de monter à l'intérieur, leurs robes trempées tachant le cuir italien. Jean-Luc s'en fichait. Ce n'était que des choses matérielles. « Où nous emmenez-vous » demanda Émilie quand il monta au volant. « Mon appartement sur l'avenue Montaigne » répondit Jean-Luc en démarrant la voiture. « C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Il y a une sécurité 24h24, des caméras partout. Henri ne pourra jamais s'approcher de vous là-bas. Pourquoi faites-vous ça ?» La voix d'Olivia était à peine audible. « Pourquoi nous aidez-vous » Jean-Luc croisa son regard dans le rétroviseur. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que personne ne mérite de vivre ce que vous avez vécu. » Le reste du trajet fut silencieux. Jean-Luc voyait les jumelles se chuchoter des choses, essayant probablement de décider si elles pouvaient vraiment lui faire confiance. Il ne leur en voulait pas. La vie n'avait manifestement pas été tendre avec elles. Alors qu'ils entraient dans le parking souterrain de l'immeuble de luxe, Émilie laissa échapper une exclamation étouffée. « Waouh! Vous vivez ici ?»« Dans le penthouse », confirma Jean-Luc en garant la voiture. « Venez, je vais vous montrer. » L'ascenseur privé les emmena directement au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, les jumelles restèrent bouche bée. Le penthouse en duplex était un spectacle de verre, d'acier et de marbre, avec une vue panoramique sur le bois de Boulogne. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, » dit doucement Jean-Luc, « pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Émilie et Olivia se regardèrent à nouveau, un million d'émotions sur leurs visages identiques. La peur, l'espoir, la méfiance, la gratitude, tout se mélangeait dans leurs jeunes yeux qui en avaient déjà trop vu. « Merci » murmura enfin Émilie en serrant la main de sa sœur. « Pour tout. » Jean-Luc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Voici deux enfants qui avaient vécu l'enfer aux mains de la personne qui aurait dû les protéger. Deux filles qui, malgré tout, trouvaient encore la force de faire confiance et d'être reconnaissantes. À cet instant, Jean-Luc Moreau, milliardaire, PDG, l'homme le plus puissant de Paris, fit la promesse silencieuse que, peu importe le coût, peu importe le temps que cela prendrait, il veillerait à ce qu'Émilie et Olivia n'aient plus jamais à avoir peur. Le sauvetage n'avait été que le début. La vraie bataille, celle pour guérir des cœurs brisés et reconstruire une confiance anéantie, ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir dans les yeux des jumelles Dubois. Et pour Jean-Luc, cela n'avait pas de prix. Le penthouse était silencieux, à l'exception du doux bruit de la pluie contre les fenêtres. Jean-Luc observait les jumelles, toujours trempées et grelottantes, regarder avec admiration l'appartement de luxe. «
Vous devez avoir froid, dit-il gentiment. Je vais vous montrer où vous pouvez prendre une douche chaude. Émilie hocha la tête, s'accrochant toujours fermement à la main d'Olivia. Jean-Luc les conduisit dans le couloir, jusqu'à une suite d'invités spacieuse. « Il y a des serviettes propres dans le placard, » expliqua-t-il en ouvrant des tiroirs. « Et, oh, attendez une seconde. » Jean-Luc disparut brièvement et revint avec 2 de ses propres t-shirts. « Je sais que ce sera immense sur vous, mais c'est mieux que ces vêtements mouillés. Demain, on vous trouvera quelque chose qui vous va. »« Merci, » murmura Émilie. Olivia resta silencieuse, ses yeux parcourant la chambre luxueuse. « Je vais vous préparer quelque chose à manger pendant que vous vous douchez, » dit Jean-Luc. « Prenez tout votre temps. » Dès qu'il ferma la porte, Jean-Luc sortit son téléphone et passa 3 appels rapides. À son médecin privé, à une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes, et à son assistante personnelle avec une liste d'articles nécessaires d'urgence. Dans la cuisine, il prépara du chocolat chaud et des sandwichs. Ses pensées dérivèrent vers l'homme dans la ruelle, Henri Dubois. Comment quelqu'un pouvait-il blesser ses propres filles? Le bruit de pas feutrés le ramena au présent. Les jumelles émergèrent, portant ses t-shirts comme des robes improvisées, leurs cheveux mouillés peignés. Elles semblaient encore plus petites comme ça, avalées par le tissu ample. « Mieux ?» demanda Jean-Luc en désignant les tabourets hauts du comptoir. Émilie réussit un petit sourire, le premier qu'il avait vu, et grimpa sur l'un des tabourets. Olivia la suivit comme une ombre silencieuse. « Du chocolat chaud, » proposa-t-il. « J'ai aussi fait des sandwichs. » Les filles regardèrent la nourriture avec un mélange de désir et d'hésitation. « On peut vraiment ?» commença Émilie. « Bien sûr, » répondit doucement Jean-Luc. « C'est tout pour vous. » Elles mangèrent lentement au début, comme si elles avaient peur que la nourriture leur soit arrachée. Peu à peu, la faim l'emporta. Jean-Luc remarqua comment Émilie poussait occasionnellement plus de nourriture vers sa sœur, s'assurant qu'Olivia mangeait bien. La sonnette retentit, les faisant sursauter toutes les 2. « C'est bon, » les rassura Jean-Luc. « C'est juste le docteur Isabelle Dubois, mon médecin privé. Nous devons nous assurer que vous allez bien. » Le docteur Dubois était une petite femme d'âge moyen, avec un sourire doux. « Bonjour les filles, puis-je vous examiner ?» Émilie jeta un coup d'œil à Jean-Luc, qui hocha la tête pour l'encourager. « D'accord, » répondit-elle pour elles 2. L'examen eut lieu là, dans le salon, avec tout le soin et la délicatesse possible. Jean-Luc regarda Émilie répondre aux questions du médecin, tandis qu'Olivia ne faisait que hocher ou secouer la tête. Quelques contusions et égratignures mineures, rapporta le docteur Dubois par la suite. Rien de cassé, heureusement. Mais elles sont malnutries et épuisées. Elles ont besoin de repos et d'une bonne alimentation. Elle laissa des ordonnances et des recommandations détaillées. Elle était à peine partie que la 2e visiteuse arriva, le docteur Marie Santos, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. « Nous n'aurons pas de séance formelle aujourd'hui, » expliqua-t-elle aux filles. « Je veux juste apprendre à vous connaître un peu. C'est d'accord ?» Pendant cette première conversation, les personnalités différentes des jumelles commencèrent à émerger plus clairement. Émilie, bien que méfiante, répondait aux questions et souriait même occasionnellement. Olivia resta silencieuse, ne répondant que par des gestes, ses yeux toujours alertes comme un animal effrayé. « C'est normal », expliqua le docteur Santos à Jean-Luc par la suite. « Le traumatisme affecte chaque personne différemment. Émilie endosse le rôle de protectrice, parlant pour les 2. Olivia s'est repliée sur elle-même, comme mécanisme de défense. Il faudra du temps et des soins doux pour regagner leur confiance. » Quand la psychologue partit, Jean-Luc trouva les jumelles somnolents sur le canapé, épuisées. Il les couvrit d'une couverture douce et s'assit dans un fauteuil voisin, déterminé à monter la garde. Son téléphone vibra. Un message de son assistante confirmant que les livraisons du matin étaient prévues. Vêtements, articles de toilette, fournitures scolaires, tout ce dont des filles de 12 ans pourraient avoir besoin. Les prochaines étapes se dessinaient déjà dans son esprit. Renforcer la sécurité de l'immeuble, s'occuper des documents juridiques, trouver une bonne école. Mais pour l'instant,
Il regardait les jumelles dormir paisiblement, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Émilie bougea dans son sommeil, sa main cherchant instinctivement sa sœur. Même endormie, son instinct protecteur ne se reposait pas. Olivia, quant à elle, avait le visage enfoui dans l'épaule de sa sœur, comme si elle essayait de se cacher du monde. La pluie continuait dehors, mais ici, elles étaient en sécurité. Jean-Luc savait que la route serait longue. La confiance brisée ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Mais en regardant ces deux filles courageuses, il était sûr qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. Le matin apporta une série de livraisons. Jean-Luc regarda les yeux des jumelles s'écarquiller devant les piles de sacs. « C'est pour nous ?» demanda Olivia, sa voix presque un murmure. « Tout pour vous », confirma Jean-Luc. « Vêtements, chaussures, fournitures scolaires. Nous devons nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. » Émilie prit un chemisier délicat, ses doigts caressant le tissu doux, comme si c'était quelque chose de précieux. « Nous n'avons jamais eu de vêtements neufs avant, » murmura-t-elle. Le cœur de Jean-Luc se serra. « Eh bien, vous en avez maintenant, et ce n'est que le début. » Pendant que les filles exploraient timidement leurs nouvelles affaires, Jean-Luc organisa la sécurité. Des caméras supplémentaires furent installées, le système d'alarme renforcé. Le personnel de sécurité de l'immeuble reçut des photos d'Henri Dubois avec des ordres stricts. « Personne n'entre sans autorisation préalable », ordonna-t-il au chef de la sécurité. « Et je veux être informé de toute activité suspecte, immédiatement. » Les heures suivantes furent consacrées à l'établissement d'une routine. Le docteur Santos revint pour une séance plus formelle, rencontrant cette fois chaque jumelle séparément. Émilie a de solides mécanismes d'adaptation, rapporta-t-elle par la suite. Elle a canalisé sa peur pour protéger sa sœur. Mais elle porte un fardeau énorme pour quelqu'un de si jeune. Et Olivia? Son mutisme sélectif est une réponse à un traumatisme grave. Elle ne communique qu'avec sa sœur. Il faudra beaucoup de temps et de patience pour qu'elle se sente à nouveau en sécurité. Jean-Luc hocha la tête, observant les jumelles à travers la porte vitrée du balcon. Elles étaient assises côte à côte sur une chaise longue, Émilie lisant un nouveau livre à haute voix à Olivia. Quelle est la meilleure façon de les aider? La constance, répondit la psychologue. Établissez des routines, tenez vos promesses, même les plus petites. Elles ont besoin de réapprendre qu'elles peuvent faire confiance aux adultes. Cet après-midi-là, un tuteur privé vint évaluer le niveau scolaire des filles. Comme prévu, il y avait d'énormes lacunes. L'école n'avait jamais été une priorité dans leur vie antérieure. Émilie montre une aisance naturelle avec les chiffres, rapporta le tuteur. Et Olivia, bien qu'elle ne parle pas, a démontré une excellente compréhension de la lecture. Avec une attention appropriée, elles peuvent rattraper leur retard. Jean-Luc remarqua chaque petit progrès. Comment Émilie commençait à se détendre légèrement pendant les repas, ne cachant plus de nourriture dans ses poches. Comment Olivia, toujours silencieuse, commençait à explorer l'appartement quand elle pensait que personne ne regardait. Le soir, il se prépara à dormir sur le canapé du salon. Il ne voulait pas les laisser seuls le premier jour. Il trouva Émilie debout dans le couloir. « Monsieur Moreau, appelle-moi Jean-Luc. » Elle hésita. « Jean-Luc, merci pour tout ça. Pas besoin de me remercier, Émilie. Vous méritez toutes les deux tous les soins du monde. » Elle se mordit la lèvre, voulant clairement dire quelque chose de plus. « Il, notre Père, il nous retrouve toujours. »« Pas cette fois, » promit fermement Jean-Luc. « Vous êtes en sécurité ici. Vous avez ma parole. » Émilie fit un léger signe de tête avant de retourner dans la chambre où Olivia attendait. Jean-Luc garda les yeux sur la porte fermée, sa détermination plus forte que jamais. Demain, il devrait retourner au travail, mais il avait déjà un plan. Des caméras de sécurité connectées, diffusant directement sur son téléphone, des gardes supplémentaires, un chauffeur privé pour les emmener à leur rendez-vous. Henri Dubois était peut-être une menace, mais Jean-Luc Moreau avait des ressources quasi illimitées et une mission claire, protéger ses filles à tout prix. Allongé sur le canapé, il entendait parfois des chuchotements provenant de la chambre des jumelles, leur manière privée de communiquer, un lien forgé par des années de survie ensemble. En une seule journée,
Elles avaient déjà changé sa vie. Jean-Luc avait toujours eu tout ce que l'argent pouvait acheter, mais pour la première fois, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment significatif. Émilie et Olivia avaient survécu à l'enfer. Il était maintenant temps pour elles d'apprendre à vivre, pas seulement à survivre. Et il serait là pour les guider à chaque étape du chemin. La journée avait été longue, pleine de médecins, d'évaluations et de préparatifs. Mais en regardant la porte fermée de la chambre des jumelles, Jean-Luc savait que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus grand. Un voyage de guérison, de confiance et peut-être, un jour, de bonheur. Le matin arriva tôt dans le penthouse. Jean-Luc ajusta sa cravate tout en regardant les jumelles prendre leur petit déjeuner avec la gouvernante, Madame Lemoine, une femme de confiance qui travaillait pour sa famille depuis des décennies. « Rappelez-vous, dit-il pour la 3e fois, « vous pouvez m'appeler à tout moment. Mon téléphone est toujours allumé. » Émilie hocha la tête entre 2 cuillerées de céréales. « On ira bien, Jean-Luc, Madame Lemoine a l'air gentille. » Olivia se contenta de regarder, ses grands yeux suivant chaque mouvement. « Les gardes sont en alerte, les caméras fonctionnent, » continua Jean-Luc. « Et le docteur Santos passe cet après-midi pour une séance. »« Seigneur ?»« Monsieur Moreau, » intervint doucement Madame Lemoine, « vous allez être en retard pour votre réunion. » Avec un dernier regard inquiet vers les filles, Jean-Luc entra dans l'ascenseur. C'était étrange comme en seulement 2 jours, ses enfants étaient devenus si importants dans sa vie. Moreau Technologies occupait un gratte-ciel entier à la Défense. Jean-Luc s'était à peine assis dans son fauteuil que son assistante, Isabelle, entra avec le courrier du jour. « Vos réunions commencent dans 15 minutes, monsieur Moreau. » Et elle hésita. « Il y a cette lettre. Elle n'est pas passée par le contrôle de sécurité habituel. » Jean-Luc prit l'enveloppe froissée. Pas d'adresse de retour. Son nom écrit d'une écriture tremblante. Quelque chose en lui se glaça alors qu'il reconnaissait l'écriture du dossier de police d'Henri Dubois. Prudemment, il ouvrit l'enveloppe avec un stylo. Un morceau de papier plié tomba sur son bureau. « Vous n'allez pas me séparer de mes filles. Elles sont ma propriété. Peu importe où vous les cachez, je les trouverai. » L'écriture était inégale, tachée par endroits, probablement de larmes ou d'alcool. Mais la menace était claire comme de l'eau de roche. « Isabelle, » appela Jean-Luc, contrôlant sa voix. « Annulez mes réunions du matin et faites venir le chef de la sécurité, maintenant. » En quelques minutes, son bureau était rempli de professionnels. La lettre fut soigneusement préservée pour l'analyse médico-légale. Le chef de la sécurité, le colonel Jean-Pierre Cartier, à la retraite, étudiait les caméras de l'immeuble sur sa tablette. L'enveloppe a été laissée à la réception lors d'un changement d'équipe, rapporta Cartier. Nous avons des images du livreur, un adolescent, probablement sans lien, mais nous le traquons. Comment a-t-il eu mon adresse professionnelle si vite ? Murmura Jean-Luc, principalement pour lui-même. Internet, répondit Isabelle en cherchant sur son ordinateur portable. Moreau Technologies est une société cotée en bourse. N'importe qui peut trouver le siège. Jean-Luc passa une main dans ses cheveux, frustré. Doublez la sécurité au penthouse. Je veux plus de gardes, plus de caméras. Et faites une vérification complète des antécédents de quiconque s'approche de l'immeuble. C'est déjà en cours, hocha la tête Cartier. Mais, monsieur Moreau, c'est personnel. Dubois est obsédé. Les hommes de cette trempe sont imprévisibles. Vous suggérez que j'abandonne les filles ? Demanda Jean-Luc, sa voix dangereusement basse. Bien sûr que non, monsieur. Je suggère que nous pensions plusieurs coups à l'avance. Dubois est un prédateur. Il étudiera, planifiera, attendra le bon moment. Jean-Luc attrapa son téléphone, vérifiant les caméras du penthouse pour la 10e fois ce matin-là. Émilie et Olivia étaient dans le salon avec Madame Lemoine, faisant apparemment leur devoir. « Je veux des mises à jour toutes les heures, » ordonna-t-il. Tout mouvement suspect, aussi petit soit-il, doit être signalé immédiatement. Quand tout le monde partit, Jean-Luc relut la lettre. La menace était claire, mais il y avait quelque chose de plus. Le désespoir.
Henri Dubois était un homme qui perdait le contrôle, ce qui le rendait encore plus dangereux. Son téléphone vibra. Un message de Madame Lemoine avec une photo des jumelles, souriant timidement avec leur nouveau livre scolaire. Quelque chose se serra dans la poitrine de Jean-Luc. En seulement 2 jours, ses filles étaient devenues sa responsabilité, sa famille. La matinée s'estompa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de mesures de sécurité. Jean-Luc toucha à peine au déjeuner qu'Isabelle lui apporta, ses pensées revenant constamment au penthouse. « Monsieur Moreau, interrompit Isabelle ses pensées. La police est au téléphone. Il semble qu'Henri Dubois ait payé sa caution. » Jean-Luc se figea. « Comment ? Apparemment, quelqu'un l'a payé pour lui. Nous n'avons pas encore retrouvé qui. Mais il est libre. Depuis quand ? La coupa Jean-Luc, attrapant déjà son manteau. Depuis environ 1 heure, monsieur. Jean-Luc était dans l'ascenseur, appelant le penthouse. Madame Lemoine répondit à la première sonnerie. « Les filles, elles vont bien, monsieur. Elles font leurs devoirs dans le salon. Verrouillez toutes les portes. Ne laissez personne entrer jusqu'à ce que j'arrive. » Personne. Le trajet de retour n'avait jamais semblé aussi long. Jean-Luc alternait entre la vérification des caméras de sécurité et des appels à son avocat, à la police et à des contacts qui pourraient l'aider à retrouver Dubois. Quand il atteignit enfin le penthouse, il trouva Émilie et Olivia blottis sur le canapé, regardant la télévision. Leurs visages s'illuminèrent en le voyant. « Tu es rentré tôt », sourit Émilie. Jean-Luc força un sourire, ne voulant pas les alarmer. « Mes filles me manquaient. » Olivia l'étudia avec des yeux perspicaces. D'une manière ou d'une autre, elle semblait toujours savoir quand quelque chose n'allait pas. Madame Lemoine le suivit dans la cuisine. « Monsieur, quelque chose s'est-il passé ? » « Henri Dubois est sorti, » dit Jean-Luc à voix basse, « et il a laissé une menace à mon bureau. » La gouvernante se signa. « Mon Dieu, qu'allons-nous faire ? » « Les protéger, » répondit simplement Jean-Luc, « à tout prix. » Il passa le reste de l'après-midi à feindre la normalité, mais ses yeux ne cessaient de vérifier les caméras, les fenêtres, les portes. Chaque son le mettait sur ses gardes. Cette nuit-là, après que les filles se soient couchées, Jean-Luc tint une vidéoconférence avec son équipe de sécurité. « Nous avons besoin d'un plan d'urgence, » argumenta Cartier. « Des pièces sécurisées, des voies d'évacuation, des identités alternatives si nécessaire. »« Faites-le, » ordonna Jean-Luc. « Le coup n'est pas un problème. » Quand il s'autorisa enfin à s'allonger, son esprit était en ébullition. La lettre de Dubois lui brûlait les pensées. « Elles sont ma propriété. » Non, elles ne l'étaient pas. Émilie et Olivia étaient des enfants brillantes et courageuses qui méritaient une chance d'avoir une vie normale. Et Jean-Luc était déterminé à la leur donner. Des pas feutrés l'alertèrent. Émilie se tenait à la porte de sa chambre, l'air petite et vulnérable dans son nouveau pyjama. « Jean-Luc, tu es réveillé ? » ?»« Oui, ma chérie. Quelque chose ne va pas ?» Elle hésita. Olivia a fait un cauchemar. Elle croit avoir vu notre père aujourd'hui, par la fenêtre. Jean-Luc se redressa immédiatement. « Quand ? Cet après-midi ? Mais c'était juste son imagination, n'est-ce pas ? Il ne peut pas nous trouver ici, hein ?» Jean-Luc ouvrit les bras et Émilie courut vers lui, tremblant légèrement. « Écoute, » dit-il doucement, « je ne laisserai rien vous arriver. Jamais. Vous avez ma parole. Promis ? Je te le promets. » Émilie renifla contre son épaule. « On peut dormir ici ce soir ? Avec Olivia ? Bien sûr que vous pouvez. » Quelques minutes plus tard, les jumelles étaient blotties dans son lit, king size, se relaxant enfin pour dormir. Jean-Luc monta la garde dans un fauteuil voisin, l'ordinateur portable ouvert pour surveiller les caméras de sécurité. La lettre de Dubois était plus qu'une menace, c'était une déclaration de guerre. Mais s'il voulait la guerre, Jean-Luc était plus que prêt à se battre. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de protéger 2 enfants sans défense, il s'agissait de défendre sa famille. Et Jean-Luc Moreau protégeait ce qui était à lui. La nuit s'éternisa lentement, la ville dehors ne dormant jamais vraiment. Sur le lit,
Émilie chercha inconsciemment la main de sa sœur dans son sommeil. Même dans les cauchemars, elles se protégeaient mutuellement. Jean-Luc regardait les petites silhouettes endormies et sentait sa détermination se durcir. Henri Dubois avait peut-être écrit cette lettre en pensant pouvoir l'intimider, mais il n'avait réussi qu'une chose, transformer Jean-Luc Moreau d'un protecteur réticent en un père déterminé. La guerre ne faisait que commencer, et Jean-Luc n'avait aucune intention de perdre. Le docteur Marie Santos regarda les jumelles s'installer sur le canapé de son cabinet privé, temporairement aménagé dans l'une des pièces du penthouse. Émilie, comme d'habitude, se positionna légèrement devant sa sœur, protectrice. « Aujourd'hui, » commença doucement la psychologue, « j'aimerais que vous me parliez un peu d'avant, seulement ce avec quoi vous êtes à l'aise. » Émilie jeta un coup d'œil à Olivia, qui fit un signe de tête à peine perceptible. « Ça a commencé quand maman est partie, » murmura Émilie. « Papa a dit qu'elle nous avait abandonnés. » Mais elle hésita. « Mais » l'encouragea le docteur Santos. « Mais je me souviens qu'elle pleurait. Elle avait des bleus sur le visage. Et elle nous a serrés si fort avant de partir. » Olivia se recula, enfouissant son visage dans l'épaule de sa sœur. « Quel âge aviez-vous » ?« Nous avions 8 ans, » répondit Émilie. « C'est là que tout a empiré. Papa a commencé à boire davantage. Il disait que nous étions comme elle, des traîtresses ingrates. » Le docteur Santos prit quelques notes. « Et comment était la vie à la maison » Émilie prit une profonde inspiration. On ne savait jamais de quelle humeur il serait. Parfois, avec les premiers vers, il était joyeux. Il racontait des histoires, promettait des cadeaux. Mais ensuite, ses mains commencèrent à trembler. Olivia les tint fermement. Il devenait violent, continua Émilie, la voix à peine un murmure. Il cassait des choses, il criait. Il disait que nous étions sa propriété, que personne d'autre ne nous aimerait. Et que faisiez-vous ? J'ai appris à repérer les signes. Quand il commençait à devenir agressif, je cachais Olivia au sous-sol. Il y avait un petit recoin là, derrière de vieilles boîtes. J'apportais des couvertures, de l'eau. Le docteur Santos remarqua comment Olivia se serrait plus près de sa sœur à la mention du sous-sol. « Tu protégeais ta sœur. » Émilie hocha la tête. Elle a arrêté de parler après qu'il... Sa voix se brisa. Olivia remonta sa manche, révélant une fine cicatrice sur son avant-bras. Le docteur Santos garda son sang-froid professionnel, mais son cœur se serra. « C'est là qu'il a cassé la bouteille, » expliqua Émilie, les larmes coulant. Olivia avait fait tomber un verre. « Je n'ai pas été assez rapide. Tu n'étais qu'une enfant, Émilie. On ne s'attendait pas à ce que tu sois rapide, mais j'avais promis de la protéger. Après le départ de maman, j'ai promis que rien ne ferait jamais de mal à ma sœur. » La psychologue regarda Olivia essuyer les larmes de sa sœur, inversant brièvement leur rôle. « Comment vous êtes-vous échappé ? L'école, parfois, quand il nous laissait y aller. Ou chez Madame Lemoine, notre voisine. Elle a remarqué les bleus, a essayé d'aider. Mais papa l'a découvert et nous a interdit de lui parler. Et la police ?» Émilie laissa échapper un rire amer. Il était ami avec les flics du coin. Il disait toujours que c'était juste des problèmes de famille. Le docteur Santos écrivit d'autres notes. Le schéma était clair, isolement systématique, abus de pouvoir, manipulation des autorités. Cette dernière nuit, continua Émilie après un moment, il était pire que d'habitude. Il avait de nouveau perdu son travail. Il a commencé à tout casser en disant qu'il allait nous donner une leçon finale. Olivia se mit à trembler violemment. Émilie la serra fort. Nous avons réussi à nous échapper par la fenêtre arrière. Nous avons couru sans direction. C'est là que nous avons trouvé Monsieur Moreau. Jean-Luc. Le docteur Santos vit les épaules des jumelles se détendre légèrement à la mention de Jean-Luc. « Comment vous sentez-vous ici avec Jean-Luc »« En sécurité, » répondit immédiatement Émilie. « Il ne crie jamais, n'exige jamais rien. Et... » Elle esquissa un léger sourire. « Il nous laisse manger autant que nous voulons. » C'était la première fois que la psychologue voyait un sourire sincère d'Émilie. « Olivia » demanda doucement le docteur Santos, « voudrais-tu me dire comment tu te sens ?» La fille hésita, puis prit un bloc-notes
et écrivit d'une écriture tremblante. « J'ai peur que ce soit un rêve. Pourquoi penses-tu que c'est un rêve ?» Plus d'écriture. Les bonnes choses n'arrivent pas aux gens comme nous. Quel genre de personnes êtes-vous ? Cassées, répondit Émilie pour les deux. Papa disait toujours que nous étions des marchandises défectueuses. C'est pour ça que maman est partie. Le docteur Santos sentit une vague de colère professionnelle. Les dommages psychologiques étaient étendus, mais il y avait de l'espoir. Les filles savaient l'une l'autre, et maintenant, elles avaient Jean-Luc. « Vous êtes des survivantes, » déclara-t-elle fermement. « Vous avez traversé des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Mais vous avez survécu. Ce n'est pas être cassée, c'est être extraordinairement forte. » Émilie cligna des yeux, surprise. Olivia leva les yeux pour la première fois de la séance. « Et Jean-Luc ? Il est… » Émilie chercha ses mots. « Différent. »« Bon, comme on imaginait que les papas devraient être. » Olivia écrivit. Il fait sourire Émilie. La séance se poursuivit, révélant d'autres couches de traumatisme. Des nuits sans nourriture, des jours enfermés dans la maison, des menaces constantes. Pourtant, elle montra aussi la force remarquable du lien entre les sœurs. Quand Jean-Luc rentra du travail cet après-midi-là, il trouva les jumelles épuisées, mais plus légères, comme si elles s'étaient délestées d'un poids. C'était difficile, lui dit le docteur Santos en privé, mais nécessaire. Elles avaient besoin de commencer à traiter le traumatisme. Et maintenant ? Maintenant, nous continuons, jour après jour. Leur plus grande peur est que ce soit temporaire, que vous vous lassiez, que vous les renvoyiez. Le cœur de Jean-Luc se serra. Jamais. Alors montrez-leur. La constance, la patience, l'amour inconditionnel. C'est ce dont elles ont le plus besoin maintenant. Ce soir-là, Jean-Luc trouva les jumelles assoupies dans la salle de télévision. Il avait mis un film pour enfants, mais elles l'avaient à peine regardé avant de s'endormir, se serrant l'une contre l'autre comme toujours. En regardant ces deux filles courageuses, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Elles n'auraient plus jamais à être fortes seules. Maintenant, elles l'avaient, lui, pour toujours. Le bureau de Jean-Luc Moreau bourdonnait d'activité ce matin-là. Des détectives privés, des experts en médecine légale et des avocats remplissaient la salle de conférence, analysant chaque aspect de la menace d'Henri Dubois. L'analyse de la lettre a révélé quelque chose d'intéressant, dit le docteur Dubois, une spécialiste en médecine légale. Des traces d'alcool bon marché, mais aussi un autre produit chimique, probablement des médicaments sur ordonnance. Quel genre de médicaments ? Fronça les sourcils Jean-Luc. Des antipsychotiques. Et d'après la concentration, il ne les prend pas régulièrement. L'inspecteur Marc Rivière, un ancien flic avec des décennies d'expérience, étala des photographies sur la table. Henri Dubois suit un schéma. Alcoolisme, violence domestique, comportement obsessionnel. Vous avez son casier ? 3 accusations d'agression, 2 pour conduite en état d'ivresse. Mais le pire, ce sont les plaintes classées, toutes impliquant des violences contre des femmes. Jean-Luc étudia les rapports de police. Chaque page révélait davantage le monstre qui avait terrorisé Émilie et Olivia. Comment a-t-il gardé la garde des filles ? Des relations, répondit amèrement Rivière. Dubois travaillait comme agent de sécurité dans plusieurs bars fréquentés par des flics. Il s'est construit un réseau informel de protection. L'avocate Catherine Wong intervint. Nous déposons une demande de garde d'urgence. Avec les preuves d'abus et la lettre de menace, nous avons un dossier solide. Combien de temps cela prendra-t-il ? Pour la garde temporaire, quelques jours. La garde permanente pourrait prendre des mois. Mais Dubois n'aura pas d'accès légal aux filles pendant la procédure. Jean-Luc hocha la tête, vérifiant une fois de plus les caméras du penthouse sur son téléphone. Les jumelles étaient en sécurité, faisant leur devoir avec le tuteur privé. « Et la lettre ?» demanda-t-il. « Avez-vous pu retrouver le livreur ?» Rivière projeta des images des caméras de sécurité. Un adolescent du coin, gagnant de l'argent de poche en faisant des livraisons. Il a dit qu'un homme l'a approché dans un bar, lui a offert 50 € pour déposer l'enveloppe. Dubois ? Non, la description ne correspond pas. Probablement un intermédiaire. L'inquiétude de Jean-Luc grandit.
Dubois était plus calculateur qu'il ne le pensait. « Il nous en faut plus, dit-il. Je veux tout savoir. Où il vit, où il boit, qui sont ses contacts. Surtout qui a payé sa caution. » « Nous sommes dessus, » assura Rivière. « Nous avons mis en place une surveillance discrète de ces lieux connus. Mais il est prudent, il change sa routine. » La réunion se poursuivit, chaque spécialiste apportant son expertise. Les profils psychologiques furent examinés, les schémas comportementaux étudiés, les mesures de sécurité renforcées. Monsieur Moreau l'interpella Cartier, le chef de la sécurité. « Nous avons trouvé quelque chose sur les caméras de l'immeuble. » Les images montraient un homme observant l'immeuble du Penthouse depuis un café de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas Dubois, mais quelque chose dans sa posture souleva une alarme. « Repérage », expliqua Cartier. « Il étudie nos routines, cherche des failles. L'avons-nous identifié? Ancien militaire. Travaille comme agent de sécurité privée. A des liens avec Dubois de l'époque où ils ont servi ensemble. » Jean-Luc sentit un frisson. Dubois n'agissait pas seul. Il avait un réseau de soutien, des gens avec une formation. « Doublez la sécurité, ordonna-t-il. Je veux des équipes en service, 24/7, une surveillance constante. » Et il hésita. Préparer la maison sécurisée. Cartier hocha la tête, comprenant. Si Dubois tentait quoi que ce soit, ils auraient besoin d'une voie d'évacuation et d'un lieu secret où les filles seraient en sécurité. Maître Wong revint avec plus de documents. J'ai réussi à obtenir une ordonnance restrictive préliminaire. Dubois ne peut pas s'approcher à moins de 500 mètres des filles, ou de vous. Comme si un bout de papier l'arrêterait, murmura Jean-Luc. Non, mais cela nous donne une base légale pour une action immédiate s'il tente quelque chose. La matinée passa dans un tourbillon d'informations et de planification. Jean-Luc absorba chaque détail, déterminé à ne laisser aucune faille dans la protection des filles. Son téléphone vibra. Un texto du docteur Santos. « Olivia a eu une crise de panique aujourd'hui. Elle a cru voir son père par la fenêtre. » Jean-Luc vérifia immédiatement les caméras à l'heure mentionnée. Rien. Mais la peur des filles était réelle et justifiée. « Rivière » appela-t-il le détective. « Je veux en savoir plus sur leur mère. Sarah Dubois, née Thompson. Disparue il y a 4 ans. Aucun dossier depuis. Trouvez-la. Elle pourrait être cruciale pour le procès de garde. » Rivière prit des notes. Ce sera difficile. Si elle se cache de Dubois, elle a probablement changé d'identité. Utilisez toutes les ressources nécessaires. L'argent n'est pas un problème. Cet après-midi-là apporta des révélations plus troublantes. Les antipsychotiques trouvés sur la lettre faisaient partie d'une vieille ordonnance. Dubois avait des antécédents de problèmes mentaux non traités. Troubles de la personnalité avec des traits obsessionnels, expliqua le psychiatre légiste. Combiné à l'alcoolisme et à des antécédents de violence, nous avons une bombe à retardement. Jean-Luc regarda la ville depuis la fenêtre de son bureau, pensant aux 2 filles qui dépendaient de lui. Chaque nouvelle information sur Dubois ne faisait que confirmer quel monstre il était et à quel point il était dangereux. « Monsieur Moreau, » l'interrompit Isabelle, « les filles sont au téléphone. » Jean-Luc répondit immédiatement. « Est-ce que tout va bien ?» « Oui, » la voix d'Émilie était joyeuse. « On voulait juste savoir si tu seras long. Olivia a fait un dessin pour toi. » Quelque chose de chaud se propagea dans la poitrine de Jean-Luc. Au milieu de tout ce chaos et ce danger, les filles trouvaient encore de la place pour la joie. « Je pars maintenant, » promit-il. « Garde-moi ce dessin. » Il raccrocha, déterminé. Dubois avait peut-être des ressources, des relations, même des complices. Mais Jean-Luc avait quelque chose de plus important. 2 filles à protéger, une famille à défendre. L'enquête se poursuivait. Chaque piste était suivie, chaque menace neutralisée. Pendant ce temps, il s'assurait qu'Émilie et Olivia pouvaient simplement être des enfants. Dessiner, étudier, sourire. Parce qu'au final, c'était ça qui comptait vraiment. Leur donner l'enfance qu'elles méritaient, la sécurité dont elles avaient besoin et l'amour qui leur avait été refusé depuis si longtemps.
L'équipe d'enquête de Jean-Luc occupait une pièce entière, les murs couverts de photos et de documents reliés par des fils rouges. Au centre, une vieille photo. Sarah Dubois, souriante avec les jumelles de 4 ans dans ses bras. Dernier dossier officiel, Pointe-à-Rivière. Compte bancaire fermé en 2019. Après ça, plus rien. Rien n'est impossible de nos jours, répliqua Jean-Luc. Tout le monde laisse une trace numérique. Nous avons déjà vérifié les registres d'emploi, les locations, les cartes de crédit. Elle a été méticuleuse pour disparaître. Jean-Luc étudia la photo. Le sourire n'atteignait pas les yeux de Sarah. Il y avait déjà de la peur là. Qui l'a aidé? Personne ne disparaît complètement seul. Rivière projeta d'autres images. L'ancienne voisine, Madame Lemoine, mentionnée dans le témoignage des filles. Elle est décédée il y a 2 ans. Mais, elle a retiré une somme importante avant de mourir et a passé plusieurs appels à Bordeaux. Jean-Luc se pencha, intéressé. Bordeaux, région viticole, communauté soudée, parfait pour un nouveau départ. L'enquête s'élargit, les registres furent épluchés, les contacts approchés. Sarah Dubois avait disparu, mais une personne utilisant ses empreintes digitales avait été embauchée dans une bibliothèque municipale 3 ans plus tôt. Jeannette Blanc, lut Rivière le nouveau nom, bibliothécaire, vit seule, fait du bénévolat dans un refuge pour femmes le week-end. Les photos de surveillance montraient une femme différente, cheveux courts et grisonnants, grosses lunettes, vêtements discrets, mais les yeux, les mêmes yeux que les jumelles. « C'est elle, » confirma Jean-Luc. « Comment l'approcher ? » ?»« Prudemment. Elle a fui pour une raison. Si nous lui faisons peur... » Jean-Luc pensa aux filles. « Je dois y aller en personne. Elle doit savoir que ses filles sont en sécurité. » Le plan fut méticuleusement élaboré. Jean-Luc s'envola pour Bordeaux dans son jet privé, séjournant discrètement dans un hôtel isolé. La bibliothèque fut surveillée, les routines observées. Sarah, maintenant Jeannette, suivait un schéma strict. Travail, maison, église, le dimanche. Une petite vie contrôlée, invisible. Mademoiselle Blanc? Elle se figea au son de la voix de Jean-Luc, ses yeux cherchant immédiatement les sorties. La bibliothèque était presque vide cet après-midi pluvieux. « N'ayez pas peur, » dit doucement Jean-Luc. « Je suis venu à cause d'Émilie et Olivia. » La couleur quitta son visage. « Mais elles sont en sécurité. Elles sont avec moi maintenant. Henri ne peut plus leur faire de mal. » Sarah chancela, s'appuyant contre une étagère. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Elles sont vivantes, » murmura-t-elle. « Dieu merci, elles sont vivantes. » Jean-Luc la guida doucement vers une salle de lecture privée. Sarah tremblait, des années de peur et de culpabilité se déversant. « Je ne voulais pas les quitter, » commença-t-elle, les mots se bousculant. « Mais il a dit qu'il les tuerait si je ne disparaissais pas. Il m'a montré l'arme. A dit qu'il ferait en sorte que ça ressemble à un accident. »« Je sais, » répondit doucement Jean-Luc. « Les filles nous ont parlé. Des abus. » Sarah se couvrit le visage. « J'ai essayé de les emmener. 3 fois, j'ai essayé de m'enfuir avec elles. Mais il nous a toujours retrouvés. Il avait des amis dans la police, au tribunal. Et maintenant, il n'a plus rien. Il est sous enquête. Les filles sont sous ma protection légale. » Elle l'étudia avec les yeux identiques d'Olivia. « Qui êtes-vous » Jean-Luc expliqua tout, le sauvetage dans la ruelle, les mois de guérison et de protection. Sarah but chaque mot, affamée de nouvelles de ses filles. Olivia a arrêté de parler, murmura-t-elle à un moment. « Ma courageuse petite fille. Elle commence à s'ouvrir maintenant. Et Émilie, elle a protégé sa sœur tout ce temps. Plus de larmes, elles étaient si petites. Elle n'aurait pas dû vivre ça. Elle n'aurait pas dû. »« Je suis d'accord, » admit Jean-Luc. « Mais maintenant, elles ont une chance de recommencer. Et elles ont besoin de leur mère. » Sarah se raidit. « Je ne peux pas. Il va. Il ne fera rien. J'ai des ressources, Sarah. Sécurité, avocat, une vraie protection policière. Vous pouvez retourner auprès de vos filles. Elles doivent me détester. Elles te manquent.
Émilie garde toujours cette dernière photo de vous trois au parc. Sarah sanglota, des années de culpabilité, de peur et de désir refaisant surface. Je peux les voir? C'est pour ça que je suis ici. Mais nous devons faire ça bien. Préparez les filles, assurez votre sécurité. Les jours suivants furent remplis d'une planification intense. L'identité de Sarah fut légalement restaurée, une protection mise en place. Jean-Luc prépara doucement les jumelles à la nouvelle. « Votre mère ne vous a pas abandonné, expliqua-t-il. Elle s'est enfuie pour vous protéger. Et maintenant, elle veut vraiment vous revoir. » Émilie pleura. Olivia écrivit des pages de questions. Toutes deux oscillaient entre l'espoir et la peur. La réunion eut lieu au Penthouse, avec le docteur Santos présente pour le soutien. Sarah, les cheveux maintenant revenus à leur brun naturel, tremblait en sortant de l'ascenseur. « Maman ?» La voix d'Émilie, petite et incertaine, brisa la tension. En quelques secondes, elles étaient dans les bras, l'une de l'autre, Olivia se joignant à l'étreinte désespérée. « Mes bébés » sanglota Sarah, « mes précieuses filles, pardonnez-moi, pardonnez-moi. » Jean-Luc et le docteur Santos se retirèrent discrètement, leur laissant de l'intimité. À travers la caméra de sécurité, il regarda la famille se réunir, trois cœurs brisés commençant à guérir ensemble. Sarah leur raconta tout, la peur constante, les tentatives d'évasion ratées, le choix impossible de partir pour les garder en vie. Émilie et Olivia écoutèrent, pleurèrent, posèrent des questions. « Je ne vous quitterai plus jamais, » promit Sarah. « Nous ne serons plus jamais séparés. » Jean-Luc, regardant de loin, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. En quelques mois, ses filles étaient devenues sa famille. Maintenant, leur mère était de retour. Serait-ce la fin de son rôle dans leur vie? Mais alors, Émilie l'appela. « Jean-Luc, viens ici. » Il entra dans la pièce avec hésitation. Émilie courut le serrer dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle, « d'avoir ramené notre maman. » Olivia se joignit à l'étreinte. Sarah regarda, les yeux débordant de larmes. « Merci, » dit-elle simplement, « d'avoir pris soin d'elle quand je ne le pouvais pas. » Jean-Luc comprit alors. Il ne perdait pas sa famille. Il aidait à en reconstruire une, plus grande et plus forte. La guerre contre Henri Dubois n'était pas encore terminée, mais maintenant, ils avaient une raison supplémentaire de se battre, un autre cœur à protéger. Et Jean-Luc Moreau les protégerait tous, ses filles, sa famille, sa maison. L'inspecteur Rivière étala une nouvelle série de photographies sur le bureau de Jean-Luc. Des images de caméras de sécurité montraient Henri Dubois à divers endroits de la ville, toujours dans l'ombre, toujours en train de regarder. « Il devient plus audacieux », souligna Rivière. 3 observations près de Moreau Technologies la semaine dernière. Jean-Luc étudia attentivement les photos. Dubois semblait plus mince, plus instable, avec des yeux cernés et une barbe négligée. Mais il y avait quelque chose de calculateur dans son regard qui inquiétait Jean-Luc. « Les casiers judiciaires complets sont arrivés », annonça Cartier, le chef de la sécurité. « C'est pire que ce que nous pensions. » Le dossier était volumineux. Outre les agressions connues, il y avait des plaintes classées dans 3 états différents. Le même schéma, violence domestique, harcèlement, menaces, utilisant toujours ces relations pour échapper au système. Comment a-t-il pu conserver la garde? Marmonna de nouveau Jean-Luc. Il a un schéma, expliqua Cartier d'un air sombre. D'abord l'isolement, puis le contrôle total. Quand il perd ce contrôle, il élimine ce qu'il ne peut pas contrôler, compléta Jean-Luc. Les filles ne sont pas seulement ses filles, elles sont sa propriété. Maintenant que Sarah est de retour, exactement, nous devons agir vite. L'enquête s'intensifia. Les équipes de surveillance surveillaient chaque mouvement suspect. Des informateurs dans les bars locaux rapportèrent les conversations de Dubois, de plus en plus paranoïaques, de plus en plus violentes. « Nous avons trouvé une de ces planques », rapporta Rivière. Un appartement loué sous un faux nom dans la banlieue. Les photos de l'endroit étaient dérangeantes. Des murs couverts de coupures de journaux sur Moreau Technologies,
des photos de surveillance récentes des jumelles, certaines bien trop récentes pour le confort de Jean-Luc. Comment a-t-il obtenu ces images? Il a de l'aide, confirma Cartier. Des professionnels, des ex-militaires comme lui, des mercenaires. Une carte de la ville dominait un mur. Des marques rouges indiquaient le Pentus, l'entreprise, l'école que les filles fréquenteraient. Dubois préparait quelque chose de grand. « Il nous en faut plus, insista Jean-Luc. Je veux connaître chacun de ses mouvements, chacun de ses contacts, chaque respiration. » L'enquête se ramifia. Les relevés téléphoniques montraient des appels à des numéros suspects. Les transactions bancaires révélaient des paiements à des sociétés écrans. « Il monte une opération, » avertit Cartier. « Ce n'est plus seulement un père obsessionnel, c'est une menace organisée. » Jean-Luc renforça à nouveau la sécurité. Plus de gardes, plus de caméras, des protocoles plus stricts. Les jumelles et Sarah n'étaient jamais seules. « Nous avons trouvé son arsenal, » rapporta Rivière un après-midi. Des armes, des explosifs, du matériel tactique. Assez pour une petite guerre. Et Dubois est parti. Il a vidé l'appartement. Mais il a laissé ça pour vous. Une autre lettre, l'écriture tremblante, plus en colère maintenant. Vous avez peut-être de l'argent, Moreau, vous avez peut-être des gardes, des caméras, tout votre empire. Mais j'ai le temps. Et quand vous baisserez votre garde, quand vous penserez qu'elles sont en sécurité, je reprendrai ce qui est à moi. Jean-Luc froissa la lettre. Il veut nous faire peur, nous faire faire une erreur. Ça marche, observa Cartier. Votre équipe est sur les nerfs. Les filles le sentent. Sarah dort à peine. C'était vrai. La peur s'était glissée dans le Pentus comme un brouillard toxique. Émilie était plus protectrice que jamais. Olivia faisait à nouveau des cauchemars, et Sarah sursautait à chaque bruit inattendu. « Nous devons mettre fin à ça, » décida Jean-Luc. « Nous ne pouvons pas continuer à attendre qu'il frappe. Nous avons une chance, » dit Rivière. Dubois suit un schéma. Il retourne toujours aux mêmes endroits à des dates significatives. Quelle date? L'anniversaire de son mariage avec Sarah approche. Il boit toujours dans le même bar, chaque année. Jean-Luc sentit le poids de la décision. C'était risqué, mais c'était une opportunité. « Mettez tout en place, » ordonna-t-il. « Je veux une opération sans faille. Aucune chance d'erreur. » Les préparatifs commencèrent. Des équipes tactiques furent positionnées, les voies d'évacuation cartographiées, chaque détail méticuleusement planifié. Sarah fournit plus d'informations, les lieux que Dubois fréquentait, les contacts qu'il gardait, les habitudes dont elle se souvenait. Chaque pièce du puzzle se mettait en place. « Il ne facilitera pas les choses, » prévint-elle. Henri a toujours été méticuleux dans ses obsessions. C'est pourquoi nous devons être encore plus méticuleux, répliqua Jean-Luc. La tension augmentait chaque jour. Dubois restait invisible, mais sa présence se faisait sentir dans chaque ombre, chaque bruit suspect. Les jumelles remarquèrent le changement d'atmosphère. « Il va essayer de nous prendre, n'est-ce pas ?» demanda Émilie un soir. « Je ne le laisserai pas faire, » promit Jean-Luc. « Il ne vous fera plus jamais de mal. » Olivia écrivit sur son bloc-notes. « Mais s'il te fait du mal à toi ?» L'inquiétude dans les yeux des filles lui brisa le cœur. Elles avaient déjà tant perdu, tant souffert. « Rien ne m'arrivera, » assura Jean-Luc. « Et bientôt, cette menace sera terminée. Faites-moi confiance. » L'opération était en place. Chaque agent en position, chaque caméra surveillée, chaque sortie couverte. Le piège était prêt. Il ne leur restait plus qu'à attendre que Dubois y entre. « Il viendra », affirma Sarah avec confiance. Sa fierté ne lui permettra pas de perdre. Jean-Luc regardait sa famille improvisée, Sarah lisant aux jumelles, essayant de garder un semblant de normalité au milieu du chaos. Il avait tant à protéger, tant à perdre maintenant. Mais c'était exactement pour ça qu'il devait mettre fin à cette menace. Pour qu'Émilie puisse sourire sans peur. Pour qu'Olivia puisse retrouver sa voix. Pour que Sarah puisse enfin dormir paisiblement. La chasse atteignait son paroxysme. Et cette fois, Henri Dubois n'échapperait pas à la justice, car il ne faisait plus face à une femme effrayée ou à des enfants sans défense.
Il faisait face à Jean-Luc Moreau. Et Jean-Luc protégeait sa famille, à tout prix. La salle d'interrogatoire était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la caméra vidéo. Sarah Dubois était assise bien droite, les mains jointes sur la table, tandis que l'avocate Catherine Wong préparait les documents. « Nous pouvons commencer quand vous serez prête, Madame Dubois, » dit gentiment Catherine. « Rappelez-vous, ce témoignage est crucial pour le procès de garde. » Sarah prit une profonde inspiration, trouvant de la force dans le regard encourageant de Jean-Luc depuis le coin de la pièce. « J'ai rencontré Henri en 2008, commença-t-elle. J'étais une infirmière fraîchement diplômée. Il venait de quitter l'armée. Au début, il était charmant, protecteur. Il disait avoir trouvé son but en moi. » Sa voix trembla légèrement. Le premier signe a été pendant nos fiançailles. Il a eu une crise de violence quand un ami m'a prise dans ses bras. Il a cassé le nez de l'homme. Il a dit qu'il me protégeait des autres hommes. Catherine prit des notes méticuleuses pendant que la caméra captait chaque mot. J'aurais dû le voir alors. Mais il a pleuré, a supplié pour mon pardon, a juré que c'était juste un stress post-traumatique. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Sarah fit une pause, buvant un peu d'eau. Le mariage a été rapide, isolé. Il avait déjà commencé à me couper de mes amis et de ma famille. Il disait que c'était juste nous contre le monde. Quand la violence a-t-elle commencé? 3 mois plus tard. Des petites choses au début. Des bousculades, des prises fermes sur mon bras. Des cris pour la moindre petite chose. Toujours suivis de remords, de cadeaux, de promesses. Des larmes commencèrent à couler. Quand je suis tombée enceinte des jumelles, j'ai pensé que ça irait mieux. Pendant un certain temps, ce fut le cas. Henri était extatique, planifiant déjà l'avenir de ses filles. Sarah frissonna à ce souvenir. L'accouchement a été difficile. J'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. Quand je suis revenue, il avait bu tous les soirs. Furieux d'avoir dû s'occuper seul des bébés. C'est la première fois qu'il m'a vraiment battue. Poing fermé, coup de pied. Il a dit que je préférais rester à l'hôpital plutôt que de m'occuper de la famille. Catherine lui tendit un mouchoir, doucement. Jean-Luc se tenait les poings serrés, contrôlant sa colère. Les jumelles avaient 3 mois quand j'ai essayé de m'enfuir pour la première fois. J'ai fait un sac pendant qu'il était au travail. J'ai pris de l'argent caché. Mais il avait des amis partout. Un flic l'a alerté. Il m'a rattrapé à la gare routière. Sarah toucha inconsciemment une cicatrice sur son cou. Cette nuit-là, j'ai cru que j'allais mourir. Il oscillait entre la rage et les supplications, m'étranglant puis embrassant les bleus, jurant que tout était de ma faute parce que j'essayais de détruire notre famille. Comment avez-vous survécu toutes ces années? J'ai appris à être invisible, à prédire ses humeurs, à anticiper ses besoins. Les jumelles ont appris aussi, surtout Émilie. Si jeune, et pourtant elle savait quand il était dangereux. Les larmes coulaient librement maintenant. J'aurais dû mieux les protéger. Mais chaque tentative d'évasion a échoué. Chaque appel à l'aide a été ignoré. Henri avait des relations partout. Alors pourquoi êtes-vous parti seul? Sarah ferma les yeux, revivant cette nuit. Émilie avait 6 ans. Henri était furieux parce qu'elle avait renversé du jus sur le tapis. Il a commencé à la frapper. Olivia a essayé de protéger sa sœur et... Sa voix vacilla. Jean-Luc s'approcha, offrant un soutien silencieux. Il a jeté Olivia contre le mur. Elle s'est évanouie. Pendant que je m'occupais d'elle, il est allé chercher son arme. Il a dit que, puisque je ne pouvais pas leur apprendre correctement, il allait leur montrer comment faire. Sarah tremblait. J'ai supplié, j'ai offert n'importe quoi. Il a dit que j'avais le choix, disparaître pour toujours, ou regarder les filles avoir un accident. Il m'a montré des articles de journaux sur d'autres familles, d'autres femmes qu'il avait défiées. « Et vous avez cru à sa menace ?»« Karine Martinez, » murmura Sarah. « Son ex-fiancée. Henri m'a parlé de son accident comme d'un avertissement. Plus tard, j'ai découvert qu'elle n'était pas la seule. » Catherine présenta des photos d'autres victimes. Sarah reconnut des schémas, des liens, des menaces similaires. « Comment avez-vous disparu ?» Madame Lemoine, notre voisine. Elle faisait partie d'un réseau de soutien pour les femmes battues. Elle m'a aidé avec de faux papiers,
des contacts dans d'autres villes. Mais le prix? Sarah sanglota. Le prix était de laisser mes filles. Êtes-vous resté en contact avec Madame Lemoine? Des appels codés une fois par mois. Elle me donnait des nouvelles de base, que les filles étaient vivantes, qu'elles allaient à l'école. Quand elle est morte, j'ai perdu mon seul lien avec elle. Sarah regarda droit dans la caméra. Chaque jour, loin d'elle, était une torture. Chaque anniversaire manqué, chaque Noël, seul. Mais l'alternative était de les regarder mourir. Henri ne plaisantait jamais sur ses menaces. Et maintenant, pourquoi revenir? Parce que pour la première fois, il y a un réel espoir. Sarah regarda Jean-Luc. Quelqu'un avec les ressources pour combattre Henri. Le pouvoir de les protéger pour de vrai. Je ne pouvais pas rester caché en sachant que mes filles avaient enfin une chance d'avoir une vie normale. Le témoignage se poursuivit pendant des heures. Sarah révéla chaque incident de violence, chaque menace, chaque tentative d'évasion ratée. Un schéma clair d'abus systématiques et de terreur psychologique émergea. « Une dernière question, » dit doucement Catherine. « Que voulez-vous pour vos filles maintenant ?» Sarah se redressa. « Je veux qu'elles soient libres, qu'elles n'aient plus jamais peur de leur propre père, qu'elles vivent comme des enfants normaux, avec une famille qui les aime et ne leur fait jamais de mal. » Quand la caméra s'éteignit enfin, Sarah s'effondra. Jean-Luc la soutint alors qu'elle pleurait des années de culpabilité et de douleur refoulée. « Ai-je fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. « Les quitter pour les protéger ? Vous avez fait ce que vous deviez faire avec les options que vous aviez, » répondit doucement Jean-Luc. « Vous êtes ici maintenant, c'est ce qui compte. » Catherine rassembla les documents. « Ce témoignage est crucial, Sarah. Avec les preuves physiques et les déclarations antérieures, nous avons un dossier solide. Et Henri? Il ne fera plus de mal à personne, promit Jean-Luc. Vous avez survécu. Vous avez protégé vos filles du mieux que vous pouviez. Maintenant, c'est à notre tour de vous protéger. » Sarah hocha la tête, épuisée mais déterminée. Des années de secrets et de peur avaient été mises en lumière. La prochaine étape serait la justice. Pour elle, pour les jumelles et pour toutes les autres victimes d'Henri Dubois. L'aube se leva, grise sur Paris, le ciel lourd reflétant la tension de la journée à venir. Dans l'appartement de Jean-Luc, Sarah ajusta nerveusement le ruban dans les cheveux d'Émilie, ses mains tremblant légèrement. Les jumelles avaient tôt mal dormi, hantées par les cauchemars de ce qu'elles allaient affronter aujourd'hui. « Rappelez-vous, » murmura Sarah en aidant les filles à se préparer. « Vous êtes plus fortes que lui. Ces mots ne peuvent plus vous faire de mal. » Dans le salon spacieux du Penthouse, Jean-Luc repassait les détails de la sécurité avec Cartier pour la 10e fois. Chaque entrée du palais de justice était cartographiée, chaque garde placée stratégiquement. Rien n'était laissé au hasard. La sécurité sera renforcée, assura Cartier. Dubois n'aura aucune chance de s'approcher. Le palais de justice de Paris était imposant avec ses colonnes de marbre et ses vitres teintées. Des voitures de police entouraient le périmètre, précaution supplémentaire après les menaces d'Henri. Jean-Luc regarda sa famille monter les marches, Sarah essayant de paraître forte, Émilie protectrice comme toujours, Olivia se cachant presque derrière elle. Dans la salle de conférence, maître Catherine Wong dirigeait son équipe avec une précision militaire. Des documents soigneusement organisés couvraient la table en acajou. Chaque preuve, chaque dossier, chaque preuve de la terreur psychologique qu'Henri Dubois avait déchaînée sur sa famille. « Le dossier est solide », expliqua Catherine en ajustant ses fines lunettes. « Nous avons des preuves documentées, des témoins crédibles, et maintenant son journal intime. La juge Parker est connue pour sa fermeté sur les cas d'abus psychologiques. » Dans un coin de la pièce, le docteur Santos travaillait tranquillement avec les jumelles, les guidant à travers des techniques de respiration et d'ancrage. « Rappelez-vous, » dit-elle gentiment, « vous avez le contrôle maintenant. Si vous vous sentez mal à l'aise, utilisez notre signal. » Émilie pratiquait sa respiration calmement, tandis qu'Olivia serrait un petit cristal dans sa main, son ancre de sécurité. La psychologue regarda avec fierté le chemin qu'elles avaient parcouru, bien que le traumatisme soit encore évident.
La radio de quartier crépita, brisant la concentration de tout le monde. Dubois est là. Il est avec l'avocat de la défense. Et il y a un groupe de sympathisants avec lui. Sarah pâlit visiblement. Jean-Luc se déplaça instinctivement pour bloquer sa vue des fenêtres. À travers la vitre, il pouvait voir un petit groupe tenant des pancartes sur les droits des pères et la famille traditionnelle. « Ignorez-les », ordonna fermement Catherine. « Ils sont juste là pour provoquer une réaction. Restez concentrés. » La salle d'audience était bondée quand ils entrèrent. Journalistes, forces de l'ordre, curieux. Un murmure parcourut la foule alors que la famille passait. Henri Dubois était déjà assis du côté de la défense, apparemment calme dans son costume bon marché. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur prédatrice qui poussa Jean-Luc à se positionner de manière protectrice. « La cour » annonça l'huissier. « La séance est ouverte. L'honorable juge Hélène Parker préside. » La juge était une femme d'âge moyen, avec des yeux perçants qui semblaient pas voir à travers toute prétention. Elle scruta la salle un long moment avant de parler. Affaire numéro 2357B, garde des mineurs, Émilie et Olivia Dubois, avec charges criminelles associées. Étant donné la nature sensible de cette affaire et la présence de mineurs, toute perturbation entraînera une expulsion immédiate. Maître Wong, vous pouvez commencer. Catherine se leva avec grâce. « Votre honneur, nous présentons un cas d'abus psychologique systématique et de terrorisme émotionnel, s'étendant sur plus d'une décennie. Henri Dubois n'a pas seulement terrorisé sa femme et ses filles, mais a cultivé un environnement de peur constante et de contrôle total. Les heures suivantes furent une exposition méthodique du cauchemar qu'avait été la vie sous le joug d'Henri Dubois. Des enregistrements de ses crises de rage furent diffusés, sa voix tonitruante, déclamant ses déceptions et sa propriété, faisant se recroqueviller les jumelles sur leur siège. Des journaux intimes détaillés documentaient ses règles obsessionnelles, des horaires spécifiques pour chaque activité, des punitions élaborées pour des infractions mineures, des listes interminables des échecs des filles. Les enfants vivaient dans une terreur constante, témoigna Gloria Martinez, une ancienne enseignante des jumelles. Toute note inférieure à un A entraînait des punitions psychologiques sévères, isolement, humiliation publique, sermons interminables sur la façon dont elles étaient des déceptions. L'avocat de la défense, Thomas Reed, tenta de minimiser lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas normal pour des parents d'exiger l'excellence académique, d'établir des règles et des conséquences? Normal, c'est encouragé, répondit fermement l'enseignante. Pas menacer des enfants de 7 ans d'abandon s'ils obtiennent un B en maths. Pas les forcer à écrire des essais sur leur propre inutilité quand ils ne répondent pas à des attentes impossibles. Sarah fut le témoin suivant. Jean-Luc pouvait voir sa peur alors qu'elle s'approchait de la barre, mais il y avait aussi une nouvelle force dans son port, la force de quelqu'un qui pouvait enfin dire sa vérité. « Madame Dubois », commença doucement Catherine. « Pourriez-vous décrire la routine dans votre maison ?» Sarah prit une inspiration tremblante, ses mains tordant le tissu de sa jupe. Henri avait des règles pour tout, l'heure à laquelle on se levait, comment on faisait les lits, même les mots qu'on pouvait utiliser. Les filles avaient des répliques scénarisées pour quand ils rentraient à la maison. Comment sourire, quoi dire, même comment se tenir. Et si ces règles étaient enfreintes, il explosait. Il pouvait passer des heures à crier, à lister chaque défaut, chaque déception. Il faisait tenir les filles au garde-à-vous pendant qu'il décrivait en détail à quel point elles étaient sans valeur, comment personne d'autre ne les aimerait jamais. Reed passa à l'attaque lors du contre-interrogatoire. « Et pourquoi n'avez-vous pas cherché d'aide? Pourquoi laisser vos filles avec quelqu'un que vous prétendez si terrible ?»« Objection » intervint Catherine. Argumentatif. « Je reformule » dit Reed avec un sourire froid. « Quelles étaient vos raisons pour laisser 2 enfants avec un homme que vous décrivez comme abusif ?» Sarah regarda directement Henri pour la première fois. « Parce qu'il a promis de les détruire si je ne partais pas. Il m'a montré ce qu'il a fait à Karine Martinez, comment il l'a brisée psychologiquement avant l'accident. Il a dit qu'il ferait la même chose à mes filles, lentement, pour que je sache que c'était de ma faute.
La tension dans la salle était palpable. Henri maintenait un léger sourire, presque amusé, comme si tout cela était une grande blague. Émilie témoigna ensuite. Elle semblait petite dans le fauteuil imposant, mais il y avait une dignité surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Comment était la vie avec ton père » demanda doucement Catherine. « C'était comme marcher dans un champ de mine » répondit Émilie, sa voix tremblante. On ne savait jamais ce qui déclencherait une explosion. Un verre mal placé, un rire trop fort, un devoir moins que parfait. Et que se passait-il pendant ces explosions? Il criait pendant des heures, nous traitait d'inutiles, de stupides, disait qu'on était comme notre mère, des échecs qui ne savaient que décevoir. Il nous faisait répéter que nous étions sa propriété, que nous ne serions jamais rien sans lui. Les dessins d'Olivia furent ensuite présentés, des images troublantes de petites silhouettes entourées d'ombres menaçantes, des mots cruels dans des nuages sombres qui semblaient les étouffer. Le mutisme sélectif d'Olivia, expliqua le docteur Santos à la cour, est une réponse à un traumatisme psychologique grave. Quand les mots ont été utilisés comme des armes pendant si longtemps, le silence devient une défense nécessaire. La preuve la plus percutante vint ensuite. Le journal secret d'Henri, trouvé dans sa planque. Des pages et des pages de contrôle obsessionnel, de plans, de listes de punitions psychologiques, de stratégies détaillées pour briser la résistance des filles. Il planifiait méticuleusement chaque aspect de la terreur psychologique, expliqua Catherine en projetant des images du journal. Chaque mot cruel, chaque manipulation, chaque technique pour maintenir ses victimes en soumission totale. C'est alors que quelque chose dans l'expression d'Henri changea. Le léger sourire disparut, remplacé par quelque chose de plus sombre. « Mensonges !» hurla-t-il soudain, se levant. « Ce sont tous des mensonges, elles sont à moi. » Les gardes se déplacèrent instantanément, mais Dubois était hors de contrôle. « Regardez-moi » cria-t-il aux jumelles. « Regardez votre père. Vous n'êtes rien sans moi. Rien. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au milieu du chaos, une petite voix claire traversa le tumulte. « Nous ne sommes pas à toi, » dit Olivia, parlant en public pour la première fois depuis des années. Jamais plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri se figea, les yeux fixés sur la fille qui était restée silencieuse si longtemps. Pendant un instant, quelque chose vacilla sur son visage. Le choc, la colère, puis la peur. « Toi » commença-t-il, sa voix étrangement altérée. « Ta voix ressemble exactement à... » « Non, non, ça ne peut pas être. » Les gardes l'atteignirent enfin, mais Dubois semblait être ailleurs, murmurant quelque chose sur sa propre enfance, sur des voix du passé. « La séance est levée, » déclara la juge. « Nous reprendrons demain à 9 heures. Emmenez l'accusé pour une évaluation psychologique immédiate. » Alors qu'Henri était emmené, marmonnant toujours de manière incohérente, Jean-Luc sentit que quelque chose de plus profond émergeait. Il ne s'agissait plus seulement de contrôle et d'abus. Il y avait des blessures plus anciennes, des traumatismes plus profonds en jeu. La famille fut escortée dans une salle sécurisée, où Émilie s'accrocha à Olivia de toutes ses forces. « Tu as parlé » murmura-t-elle à sa sœur. « Tu as vraiment parlé. » Olivia tremblait, mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, la lumière de quelqu'un qui avait littéralement et métaphoriquement retrouvé sa voix. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Sarah à Catherine, tranquillement. Cette réaction quand Olivia a parlé. « Je ne suis pas sûre, » répondit l'avocate, pensive. Mais quelque chose dans sa voix a déclenché quelque chose en lui. L'évaluation psychologique pourrait en révéler plus. Jean-Luc observait sa famille, sentant qu'ils étaient sur le point de faire des découvertes importantes. Le procès ne portait plus seulement sur la garde et la justice. Il mettait à jour des vérités enfouies depuis longtemps. Alors qu'ils attendaient d'être escortés chez eux, la tension dans l'air était palpable. Demain apporterait plus de révélations, plus de confrontations, peut-être même quelques réponses. Mais pour aujourd'hui, une petite victoire avait été remportée. Olivia avait retrouvé sa voix.
Et d'une certaine manière, ces simples mots avaient de fissurer la façade d'Henri Dubois, offrant un aperçu de l'homme brisé derrière le monstre. La véritable confrontation, Jean-Luc le réalisait maintenant, ne faisait que commencer. L'aile psychiatrique de la prison fédérale était différente du reste de l'établissement. Des murs au ton plus doux remplaçaient le gris institutionnel, et bien que les fenêtres soient toujours grillagées, elles laissaient entrer plus de lumière naturelle. C'est là qu'Henri Dubois avait commencé son voyage le plus difficile, affronter l'homme qu'il était devenu. Le docteur Marc Benoît, spécialiste du traumatisme générationnel, observait Henri à travers la table lors de leurs séances quotidiennes. 3 mois de traitement intensif avaient visiblement changé Henri. L'homme qui intimidait autrefois les autres semblait maintenant plus petit, plus vulnérable, les couches d'agressivité s'écaillant pour révéler des décennies de douleur. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda le docteur Benoît, remarquant les cernes profonds sous les yeux d'Henri. « Les cauchemars, ils sont pires, » admit Henri d'une voix rauque. « Maintenant, ce ne sont plus seulement les souvenirs de mon père. Je vois mes filles, la terreur dans leurs yeux, exactement comme je le regardais, lui. » Le psychiatre prit quelques notes. La capacité d'Henri à faire ces liens était une percée significative. Dans les premières semaines, il avait encore essayé de justifier ses actions, se cachant derrière des excuses de discipline et d'amour paternel. « Voulez-vous parler du cauchemar spécifique qui vous a bouleversé » Henri prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. C'était Olivia, dans la salle d'audience. Mais dans le rêve, c'était aussi ma mère, d'une certaine manière. Leurs voix se superposant. « Nous ne sommes pas à toi. » C'est ce que ma mère aurait dû lui dire, ce que j'aurais dû lui dire. Le traitement combinait une thérapie intensive avec des médicaments appropriés, des antidépresseurs et des stabilisateurs d'humeur qui aidaient Henri à maintenir une clarté mentale suffisante pour faire le travail émotionnel. « J'ai commencé à écrire des lettres, » dit Henri après un moment de silence. « Comme vous l'avez suggéré, pour elle, pour ma mère, même pour lui. » Le docteur Benoît hocha la tête, encourageant. Les lettres étaient un outil thérapeutique important. Même si elles n'étaient jamais envoyées, elles permettaient à Henri de traiter ses sentiments de manière constructive. « Chère Olivia », lut Henri sur une feuille froissée, la voix tremblante. « Je suis désolé de t'avoir volé ta voix, d'avoir transformé les mots en armes, comme il l'a fait avec moi. Tu as été plus courageuse que moi. Tu as trouvé le courage de dire non, quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. » Des larmes commencèrent à tomber, tachant l'encre. « Émilie, ma petite protectrice, je suis désolé de t'avoir imposé ce rôle, de t'avoir fait porter un fardeau que même moi, un adulte, je ne pouvais pas supporter. Tu mérites d'être juste une enfant. » Le parcours d'Henri était complexe. Des décennies de traumatisme ne disparaîtraient donc pas facilement, et des schémas de comportement profondément ancrés nécessitaient une vigilance constante pour changer. « Comment vous sentez-vous à propos de Sarah » demanda doucement le docteur Benoît. « Honteux » répondit Henri après une longue pause. « J'ai fait exactement ce que mon père a fait. J'ai contrôlé chaque aspect de sa vie, puni tout signe d'indépendance. Et quand elle a essayé de protéger vos filles, je l'ai forcée à partir, comme mon père a forcé ma mère. Oui. » Le mot sortit comme un sanglot. Je suis devenu lui, toutes ces années à jurer que je serais différent, que je ne serais jamais comme William Dubois, mais je me suis transformé en sa copie exacte. Les séances de groupe faisaient également partie du traitement. Henri commença à assister à des réunions avec d'autres hommes, confrontant leurs propres démons de violence et de contrôle. « Mon père disait que c'était de l'amour », partagea-t-il lors d'une séance. « Qu'il nous contrôlait parce qu'il nous aimait, parce que le monde était dangereux. J'ai raconté les mêmes mensonges à mes filles. » Le groupe offrait quelque chose de crucial, la chance de voir son propre comportement se refléter chez les autres, de reconnaître des schémas, et surtout de témoigner que le vrai changement était possible. Un jour particulièrement significatif arriva quand Henri trouva une vieille photo, lui, à 12 ans, avec ses jeunes sœurs. « Je l'ai protégé de lui, dit-il au docteur Benoît.
Je me mettais devant elle quand il était furieux. Je le distrayais. Exactement comme Émilie l'a fait pour Olivia. Qu'est-ce que cela vous fait réaliser? Qu'à un moment donné, j'ai oublié qui j'étais. Ce garçon qui protégeait ses sœurs s'est transformé en monstre qu'il craignait. La thérapie ne consistait pas seulement à affronter le passé, mais à développer de nouveaux outils pour l'avenir. Henri apprit des techniques de gestion de la colère, pratiqua la communication non violente, travailla à reconnaître et interrompre les schémas de pensée toxiques. « Puis-je demander à les voir » demanda-t-il un jour, la voix petite. « Pas maintenant. Je sais que c'est trop tôt, mais peut-être un jour. »« Cela dépendrait de nombreux facteurs, » répondit honnêtement le docteur Benoît, « principalement de leur volonté, et vous devriez prouver par des actions constantes que vous êtes sûr. » Henri hocha la tête, acceptant l'incertitude d'une manière qui aurait été impossible des mois plus tôt. « C'est juste, elle mérite le choix, mérite d'avoir le contrôle que je leur ai pris. » Les lettres continuaient de s'accumuler, des exercices d'honnêteté brutale avec lui-même et ceux qui l'avaient blessé. Dans l'une d'elles, il réussit enfin à écrire à son père décédé. « Tu m'as appris que l'amour était le contrôle, que le respect venait de la peur, que la famille était une propriété. Il m'a fallu des décennies pour réaliser que c'étaient tous des mensonges. Le véritable amour libère les gens. Le respect vient de la gentillesse. Et la famille? La famille est un choix quotidien de faire mieux, d'être meilleur. » 6 mois après le début du traitement, Henri fit une demande au docteur Benoît. « Je veux enregistrer une vidéo pour elle. Pas pour demander pardon, je sais que je n'ai pas encore ce droit, mais pour qu'elle sache que je comprends maintenant, que j'essaie de changer. » La vidéo fut enregistrée sous une surveillance attentive. Henri, plus mince et grisonnant, mais avec des yeux plus clairs, parla directement à la caméra. « Émilie, Olivia. Je ne m'attends pas à ce que vous regardiez ça, maintenant ou jamais. Je veux juste qu'il y ait une trace que je comprends enfin le mal que j'ai causé. Que je reconnais chaque moment de terreur, chaque mot cruel, chaque liberté que je vous ai volée. » Il fit une pause, prenant une inspiration tremblante. « Vous n'êtes pas à moi. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes des personnes incroyables et courageuses qui ont survécu à la même terreur que je n'ai pas pu surmonter enfant. Vous avez brisé le cycle que j'ai perpétué. Et je vous en suis profondément reconnaissant. » La vidéo fut archivée, disponible quand et si les filles choisissaient de la voir. Une autre étape dans le long voyage d'Henri Dubois vers la rédemption. Le vrai changement, expliqua le docteur Benoît lors de l'une de leurs dernières séances cette année-là, ne consiste pas seulement à reconnaître ses erreurs ou à ressentir des remords. C'est faire le travail quotidien et continu de désapprendre les schémas toxiques et d'en construire de nouveaux. Henri hocha la tête, serrant la dernière lettre qu'il avait écrite, celle-ci à lui-même. « Cher Henri, tu n'es pas William Dubois, mais tu n'es plus non plus ce garçon effrayé qui est devenu son propre monstre. Tu apprends, tu grandis, tu changes. Et même si tu n'es jamais pardonné, même si tu ne revois jamais tes filles, tu as la responsabilité de continuer ce travail. Parce que briser le cycle du traumatisme, même tard, c'est toujours mieux que de le perpétuer. La rédemption n'était pas une destination, mais un voyage. Et Henri Dubois, enfin libéré des chaînes du déni et de la rage, faisait ses premiers vrais pas sur ce chemin. Le changement est arrivé un matin de printemps. Sarah regardait les jumelles explorer le jardin de leur nouvelle maison, une propriété de campagne accueillante, juste en dehors de Paris, choisie spécifiquement pour son cadre familial et sa sécurité discrète, mais efficace. « C'est différent du penthouse », remarqua Jean-Luc en la rejoignant sur le porche. « Mais je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin maintenant. » Sarah sourit, regardant Émilie et Olivia découvrir une balançoire suspendue à un vieil arbre. Le son de leur rire, plus fréquent ces derniers mois, remplissait l'air du matin. « C'est parfait, » répondit-elle. « Il y a de l'espace pour grandir, pour créer de nouveaux souvenirs. » La maison avait été choisie et rénovée avec soin. Chaque détail était planifié pour créer un environnement chaleureux et sûr, des couleurs douces sur les murs aux espaces ouverts qui éliminaient les coins sombres où les peurs pouvaient se cacher.
Jean-Luc avait assuré une transition en douceur. La sécurité était toujours présente, mais plus discrète. Des caméras modernes se fondaient dans l'architecture et les gardes étaient formés pour être pratiquement invisibles tout en maintenant une vigilance constante. « Regarde, maman !» appela Émilie depuis la cour. « Il y a un parterre parfait ici pour des fleurs. » L'idée de nourrir une nouvelle vie, de regarder quelque chose grandir sous leurs soins, devint thérapeutique pour la famille. Bientôt, le jardin fut rempli de fleurs colorées, chaque fleur personnellement choisie par les filles. La routine scolaire trouva aussi son rythme. Après des mois de tutorat privé pour rattraper leur retard, les jumelles étaient enfin prêtes à fréquenter une école locale, une petite institution accueillante, avec un personnel formé pour gérer les enfants qui ont vécu un traumatisme. « Comment était votre première journée ?» demanda Jean-Luc en venant les chercher. « Différente, » répondit Olivia, sa voix se renforçant chaque jour. « Mais une bonne différence. La maîtresse a dit qu'elle aimait mon dessin, et ils ont un club de sciences, » ajouta Émilie avec enthousiasme. « Je peux m'inscrire ?»« Bien sûr, ma chérie. » Sarah sourit, se rappelant comment, avant, chaque activité extrascolaire était une question de peur et de négociations tendues. Les week-ends devinrent des moments familiaux spéciaux. Pique-nique dans le jardin, soirée cinéma avec beaucoup de rire, jeux de société se terminant souvent en fou rire. Ils apprenaient tous à simplement exister ensemble, sans peur ni prétention. La thérapie se poursuivait, maintenant à un rythme plus doux. Le docteur Santos venait 2 fois par semaine, guidant tout le monde, alors qu'il traitait la transition et consolidait les progrès. « Vous avez construit quelque chose de remarquable ici, » observa-t-elle lors d'une séance familiale. « Une famille construite sur le choix, le respect et l'amour sincère. » Les jumelles s'épanouirent visiblement. Émilie s'intéressa à la photographie, documentant des moments heureux au lieu de s'inquiéter constamment des dangers cachés. Olivia découvrit un talent pour la musique, sa voix trouvant de la force à travers le chant. Jean-Luc, toujours présent mais jamais envahissant, devint une figure paternelle, naturelle. Il aidait aux devoirs, assistait aux événements scolaires, était là pour les cauchemars et les petites célébrations. « Tu as changé nos vies », lui dit Sarah un soir après que les filles se soient couchées. Pas seulement avec des ressources ou une protection, mais en nous montrant qu'il y a une autre façon d'être une famille. Sa réponse fut sincère. « Vous avez changé la mienne aussi. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. » La vidéo d'Henri arriva par l'intermédiaire du docteur Benoît quelques mois après leur déménagement. Sarah et Jean-Luc décidèrent de la ranger jusqu'à ce que, et si, les filles voulaient la regarder. « Elles ont le droit de choisir, » expliqua Sarah, « de le traiter à leur propre rythme. » Les saisons changèrent, et la famille aussi. L'automne apporta d'excellents bulletins, gagnés par un désir d'apprendre, et non par la peur. L'hiver vit la première vraie fête d'anniversaire des jumelles, avec des amis de l'école et des décorations qu'elles avaient choisies elles-mêmes. « Elles semblent être des enfants normaux maintenant, » commenta une enseignante lors d'une réunion. « Elles sont des enfants normaux, » corrigea doucement Jean-Luc. Elles avaient juste besoin d'une chance de le montrer. Le printemps apporta d'autres changements positifs. Sarah commença un cours d'infirmière, reprenant le rêve interrompu des années auparavant. Les jumelles jouèrent dans une pièce de théâtre de l'école, leur voix forte et claire sur scène. « Je suis fière de vous », leur dit Sarah après la représentation. « Si fière. »« Nous sommes fiers de toi aussi, maman », répondit Émilie en la serrant dans ses bras. « D'être retournée à l'université, d'être courageuse, de nous montrer qu'on peut toujours recommencer », ajouta doucement Olivia. L'été arriva avec des promesses de nouvelles aventures. Ils planifièrent leur premier voyage en famille, 1 mois à explorer l'Europe, à découvrir des endroits où aucun d'eux n'avait de mauvais souvenirs. « Sommes-nous prêts ?» demanda Sarah, une pointe de vieille anxiété surgissant. « Plus que prêts », assura Jean-Luc. « Et si à un moment donné ça ne va pas, nous serons ensemble pour le gérer. » La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours difficiles, des moments de peur soudaine, des souvenirs qui refaisaient surface, sans crier gare. Mais maintenant,
Ils avaient des outils pour y faire face. Et surtout, ils savaient les uns les autres. Un après-midi particulièrement significatif, Émilie trouva un vieil album photo en organisant sa chambre. Au lieu de le cacher comme elle l'aurait fait avant, elle l'apporta pour que la famille le regarde ensemble. « Regardez comme on était petite », commenta-t-elle en voyant une photo d'Else à 5 ans. « Si effrayée. »« Et regardez-vous maintenant », dit doucement Jean-Luc, montrant une photo récente des jumelles souriant sur la balançoire du jardin. « La différence, c'est l'amour », déclara Olivia, parfois étonnamment sage. « Avant, c'était que de la peur. Maintenant, c'est de l'amour. » Sarah attira ses filles dans ses bras, des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. Jean-Luc les rejoignit, son cœur débordant d'affection pour cette famille qu'il avait choisie et qu'il avait choisie en retour. La maison était maintenant pleine de vie. Les rires résonnaient dans les couloirs, la musique s'écoulait du piano où Olivia s'entraînait, et l'odeur des biscuits faits maison, une nouvelle tradition du samedi, emplissait la cuisine. Dehors, les fleurs que les filles avaient plantées commençaient à éclore, chacune unique, chacune forte, chacune trouvant son propre chemin vers la lumière. Tout comme leur famille. L'avenir s'étendait devant eux, non plus comme une menace, mais comme une promesse. Une promesse de plus de jours ensoleillés que de jours de pluie, plus de rires que de larmes, plus d'amour que de peur. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils avaient construit ensemble. Pas seulement une maison sûre ou une famille reconstituée, mais un vrai foyer. Un lieu où l'amour n'avait besoin ni de preuves ni de permission, mais existait simplement, librement donné, reçu avec gratitude. Un nouvel horizon plein de possibilités. Et ils y feraient leur face comme ils faisaient tout maintenant, ensemble, forts et libres. Sur le porche, regardant le soleil se coucher sur leur jardin en fleurs, Sarah soupira, satisfaite. « On a réussi, n'est-ce pas ?»« Oui, on a réussi », confirma Jean-Luc, alors que le rire des filles résonnait à l'arrière-plan. Et ce n'est que le début. Le son des voix d'Émilie et Olivia emplissait l'air, portant l'espoir, portant la promesse d'un avenir où elles pourraient enfin être juste ça. 2 sœurs avec une famille aimante, libérée de la peur. L'unité psychiatrique de la prison fédérale abritait toujours Henri Dubois, mais le ton de ses séances de thérapie avait changé. Il ne se contentait plus d'affronter le passé, il se tournait vers un avenir, même si c'était un avenir qu'il ne pourrait jamais pleinement partager avec sa famille. Pourtant, savoir qu'Émilie, Olivia et Sarah étaient en sécurité, vivant leur vie libérée de son emprise, lui procurait un sentiment de soulagement tordu. Il n'était plus responsable d'elle. Non, c'était faux. Il n'avait jamais été vraiment responsable, seulement contrôlant. Et maintenant, il apprenait la différence. La rédemption, lui dit un après-midi le docteur Benoît, ne signifie pas éviter les conséquences. Cela signifie les accepter et choisir quand même de faire mieux chaque jour. Henri avait fini par comprendre cela. Il purgerait sa peine, continuerait son traitement et continuerait à travailler sur lui-même. Si, dans un avenir lointain, ses filles choisissaient un jour de le voir, il priait pour être un homme capable de mériter cette rencontre. Pour l'instant, les lettres qu'il écrivait suffisaient. Il n'attendait pas de réponse. Il suffisait de savoir qu'il avait enfin brisé le cycle, du moins en lui-même. À des kilomètres de là, dans la confortable maison de campagne, la vie continuait. Les jumelles étaient occupées par l'école, le sport, les leçons de musique et les rires d'une vie qui ne tournait plus autour de la peur. Émilie s'épanouissait sur le plan scolaire, son aptitude naturelle pour les sciences brillant de 1000 feux. Elle rêvait de fréquenter une université prestigieuse, l'une de ces grandes écoles dont Jean-Luc avait parlé. Le côté artistique d'Olivia s'épanouissait à travers le chant et la peinture. Elle exprimait des émotions que les mots peinaient parfois à transmettre. Elle écrivit un court poème pour un devoir scolaire sur la découverte de sa voix, dans le silence le plus sombre, et remporta la première place. Sarah, quant à elle, excellait dans ses cours d'infirmière. Chaque jour lui rappelait la raison pour laquelle elle avait choisi cette voie en premier lieu. Guérir, sauver, protéger.
Jean-Luc continuait de diriger Moreau Technologies, mais avec une nouvelle perspective. Il déléguait davantage, libérant du temps pour être avec la famille. Les réunions du conseil d'administration n'étaient de plus le centre de sa vie. Les matchs de football ou les récitals d'Émilie et Olivia l'étaient. Parfois, dans les moments calmes, après que les filles se soient couchées, Sarah et Jean-Luc parlaient du passé, de la ruelle pluvieuse où ils les avaient trouvés pour la première fois, de la peur qui avait autrefois consumé leur vie. « On dirait un autre monde », confessa Sarah en sirotant son thé sur le porche. « Mais parfois, je fais encore des cauchemars. Je vois l'ombre d'Henri rôder. » Jean-Luc lui prit doucement la main. « Les cauchemars s'estompent, et s'ils ne le font pas, nous les affrontons ensemble. » Sarah sourit, un sourire sincère qui atteignait ses yeux, si différent des sourires forcés du passé. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir montré que tous les hommes ne sont pas des monstres. » La poitrine de Jean-Luc se serra d'émotion. « Merci de m'avoir laissé faire partie de votre famille. » La thérapeute, le docteur Santos, remarqua aussi les changements. Elle programma moins de séances car la famille guérissait, apprenant à gérer les déclencheurs par elle-même. Pourtant, elle restait disponible chaque fois qu'ils en avaient besoin. Un après-midi, Émilie approcha le docteur Santos avec une question, son expression sérieuse. « Pensez-vous qu'il est possible de lui pardonner un jour ?»« Notre Père. » Le docteur Santos choisit ses mots avec soin. « Le pardon est un processus personnel, Émilie. Cela ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé. Cela signifie décider du pouvoir que ces souvenirs ont sur vous. » Émilie hocha la tête. « Je ne sais pas si je peux. Pas encore. Mais peut-être un jour. Je ne veux juste pas porter cette colère pour toujours. » Olivia, qui préférait toujours écrire pour les conversations plus profondes, griffonna sur son bloc-notes. « Je ne suis pas sûre de vouloir pardonner, mais je ne veux pas non plus qu'il envahisse mes pensées tous les jours. » La psychologue les félicita pour leur perspicacité. « Vous avez le droit de choisir votre propre chemin de guérison, qu'il inclut le pardon ou non. L'important est que vous soyez libre de décider. » Au fil du temps, les petits rappels d'Henri apparurent de moins en moins. Les routines de protection, vérifier les fenêtres, verrouiller les portes à triple tour, se relâchèrent progressivement à mesure que la famille se sentait plus en sécurité dans son nouvel environnement. Bien sûr, les mesures de sécurité ne disparurent jamais complètement. Jean-Luc avait les ressources nécessaires pour assurer le plus haut niveau de protection, et il ne voyait aucune raison de les supprimer entièrement. Mais elles étaient en arrière-plan maintenant, ne dominant pas leur vie quotidienne. Émilie et Olivia se firent de nouveaux amis, eurent des soirées pyjama et des soirées cinéma, des choses normales qui semblaient autrefois impossibles. Les parents étaient soigneusement vérifiés par l'équipe de sécurité de Jean-Luc, mais discrètement pour que les jumelles puissent profiter de l'adolescence sans rappel constant du passé. Sarah progressa dans sa carrière d'infirmière, bientôt aide-soignante diplômée. Elle envisagea de se spécialiser en soins traumatologiques, ses propres expériences lui donnant une perspective unique sur la souffrance des patients. Jean-Luc continua d'équilibrer les affaires et la paternité. Certains soirs, il travaillait tard pour conclure des contrats importants, mais il s'assurait toujours d'être là pour les grands moments, le salon des sciences d'Émilie, l'exposition d'art d'Olivia. Les filles le taquinaient gentiment, l'appelant un papa cool. En les regardant plaisanter autour de la table du dîner, Sarah sentit son cœur déborder de gratitude. C'était ce qu'elle avait toujours voulu pour ses filles, une vie normale, libérée de la peur constante. Pour le premier anniversaire de leur nouvelle maison, ils organisèrent une petite fête, juste avec des amis proches et la famille. Les jumelles décorèrent la maison avec des ballons colorés, firent une bannière qui disait « 1 an de liberté ». Sarah se surprit à pleurer en voyant cela. Il y a 1 an, elle se cachait encore, hantée par les cauchemars. Et maintenant, elle célébrait. Jean-Luc proposa un toast, la voix épaisse d'émotion. À Émilie et Olivia, les personnes les plus courageuses que je connaisse. Et à Sarah, qui n'a jamais perdu espoir. Merci de m'avoir appris ce que signifie l'amour et la famille.
Les verres s'entrechoquèrent doucement, et pendant un instant, Sarah et Jean-Luc se regardèrent, une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru. La nuit fut remplie de rires et de musique. Olivia chanta une chanson qu'elle avait composée. Émilie montra une courte vidéo qu'elle avait réalisée, compilant les moments les plus heureux de leur famille. « Je ne veux jamais oublier comment nous en sommes arrivés là, » expliqua Émilie, « parce que ça me rappelle que même quand les choses sont horribles, elles peuvent s'améliorer. » Sarah serra ses filles dans ses bras, submergée de fierté et d'amour. Jean-Luc les rejoignit, enroulant ses bras autour des trois, formant un petit cercle de chaleur. Ce cercle, ce sentiment de sécurité et d'unité, c'était ce pourquoi ils s'étaient tant battus. Et maintenant, il était à eux, incassable. Au fil des mois, les filles continuèrent de grandir, physiquement, émotionnellement, académiquement. Émilie, autrefois anxieuse et hypervigilante, discutait maintenant de grands rêves, une bourse pour Polytechnique ou l'ENS. Olivia, autrefois silencieuse, envisageait de fréquenter une académie des beaux-arts. Sarah les soutenait inconditionnellement, tout comme Jean-Luc, qui promit de soutenir toute voie qu'elle choisirait, financièrement, mais surtout émotionnellement. « Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, leur rappela-t-il, je suis là. » Le nom d'Henri Dubois revenait de moins en moins, bien qu'occasionnellement une question se pose. Est-ce qu'il sortira un jour ? Ou pourrait-il encore nous trouver ? La réponse était toujours honnête. Un jour, il pourrait être libéré. Mais la protection ne s'arrête pas, et votre sécurité est notre priorité absolue. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les filles acceptèrent cela, faisant confiance aux promesses de Jean-Luc d'une manière qu'elles ne pouvaient autrefois faire confiance à aucun adulte. La confiance était devenue le fondement de leur nouvelle vie. Un jour, une lettre du docteur Benoît arriva, adressée à Sarah, mais avec les noms d'Émilie et d'Olivia, sur l'enveloppe également. À l'intérieur se trouvait une mise à jour sur le traitement d'Henri, une note expliquant qu'il continuait la thérapie et avait enregistré une autre vidéo s'il voulait un jour la regarder. Sarah montra la note aux filles. Émilie la plia soigneusement. « Pas maintenant, » décida-t-elle. Olivia hocha la tête en signe d'accord. « Un jour, » écrivit Olivia, « nous voudrons peut-être la voir, mais pas encore. » Sarah respecta leur décision. C'était un processus, et elles avaient le droit de choisir comment et quand affronter l'homme qui avait causé tant de douleur. Elles placèrent la note et la vidéo dans une petite boîte en bois étiquetée « Pour l'avenir », aux côtés de l'autre message enregistré d'Henri et des lettres qu'il avait écrites. Leur passé, reconnu, mais non oublié. Au lieu de cela, elles se concentrèrent sur le présent. Le projet scientifique d'Émilie fut sélectionné pour un concours municipal. Olivia décrocha un solo dans la chorale de l'école. Sarah commença à travailler à temps partiel dans une clinique locale. Jean-Luc conclut une fusion majeure qui consolida la position mondiale de Morrow Technology. La vie était pleine de hauts et de bas quotidiens, mais aussi pleine de promesses. Les grandes ombres qui planaient autrefois s'étaient retirées, remplacées par les défis ordinaires d'une famille forgeant son propre chemin. Dans un moment de calme, Sarah trouva Jean-Luc dans le jardin, contemplant les fleurs que les filles avaient plantées il y a longtemps. Certaines prospéraient, d'autres avaient le besoin d'être replantées, mais dans l'ensemble, le jardin était luxuriant, vibrant. « Tout comme nous, » dit-il, sentant sa présence. « Certains d'entre nous ont mis plus de temps à guérir, ont eu besoin de soins différents. Mais regarde comme nous avons grandi. » Sarah glissa sa main dans la sienne. Nous l'avons fait ensemble. Il se tourna pour la regarder, les yeux reflétant le contentement. « Ensemble » répéta-t-il doucement. Le soleil de l'après-midi projetait une lueur chaude sur eux, un rappel que les tempêtes passent, que l'obscurité ne dure pas éternellement. Le rire d'Émilie retentit de l'intérieur, suivi du rire répondant d'Olivia. Sarah et Jean-Luc partagèrent un sourire, sachant que ces sons avaient autrefois été étouffés par la terreur et le silence. Maintenant, ils étaient libres. Au fil des ans, les souvenirs de leur épreuve devinrent des chapitres d'une histoire de survie, de résilience et d'amour.
une histoire qu'ils partageaient parfois avec prudence pour aider les autres, pour prouver que l'évasion et la guérison étaient possibles. Sarah faisait occasionnellement du bénévolat dans des refuges pour femmes et enfants maltraités, offrant à la fois une oreille attentive et un exemple vivant d'espoir. Émilie et Olivia, de leur propre initiative, collectaient des dons et écrivaient des lettres à des enfants en famille d'accueil, se souvenant de ce que c'était que d'être invisible. Jean-Luc finançait discrètement des programmes qui soutenaient les victimes de violences domestiques, s'assurant que les ressources qu'il avait autrefois utilisées pour des batailles d'entreprise servaient maintenant aussi une cause plus personnelle. Aucun d'eux ne prétendait que le traumatisme disparaissait du jour au lendemain. Des flashbacks se produisaient encore, des déclencheurs rôdaient encore. Mais la différence était que maintenant, ils les affrontaient ouvertement, armés de confiance et d'aide professionnelle. Jamais seuls. Vous n'avez pas à être sans peur, leur rappelait souvent le docteur Santos. Le courage, c'est d'avancer même quand on a peur. Et ils avançaient, chacun à son rythme, se soutenant mutuellement avec patience et amour inconditionnel. Quand Émilie eut 18 ans, ils organisèrent une fête surprise. Elle rit, pleura et serra tout le monde dans ses bras, s'émerveillant qu'elle ait autrefois cru qu'elle ne vivrait même pas pour voir son adolescence. L'anniversaire des 18 ans d'Olivia suivit 1 an plus tard, célébré par une exposition de ses peintures. Une peinture montrait 2 petites silhouettes blotties l'une contre l'autre sous un seul parapluie dans une tempête, l'arc-en-ciel perçant à peine à travers les nuages. Sarah la reconnut immédiatement, les jumelles dans la ruelle cette nuit pluvieuse à Paris où Jean-Luc les avait sauvées. La transformation par Olivia de ce moment sombre en art était un témoignage du chemin qu'elles avaient parcouru. « Ça s'appelle l'espoir sous la pluie », expliqua doucement Olivia, « parce que c'est ce qu'il nous a donné, de l'espoir. » Jean-Luc, les larmes aux yeux, ne put que hocher la tête. Parfois, les mots ne suffisaient pas. Alors que les jumelles entraient dans l'âge adulte, Sarah et Jean-Luc réalisèrent que leur famille était liée non par le sang seul, mais par un choix plus fort que tout abus ou traumatisme ne pourrait jamais briser. Henri Dubois était un lointain souvenir, quelque part dans un système pénitentiaire, recevant une thérapie, écrivant des lettres qu'il ne lirait peut-être jamais. Il appartenait à un passé auquel ils avaient survécu. Leur avenir était grand ouvert, université ou carrière, voyage et possibilités infinies. Les cauchemars du passé ne les définissaient plus. « Nous sommes des survivantes », disait fièrement Émilie, « et nous sommes tellement plus que ça maintenant. Nous sommes libres. » Olivia écrivait parfois des poèmes sur la liberté, sur la recherche de sa voix après des années de silence. Elle en interpréta un lors d'un festival d'art local, recevant une ovation debout. Sarah, debout dans la foule, sentit des larmes de fierté. Jean-Luc passa un bras autour d'elle, tout aussi ému. Ils avaient été témoins d'un miracle, 2 âmes brisées, réparées par l'amour, la force et la persévérance. Cette nuit-là, ils se rassemblèrent autour de la table de la cuisine, se remémorant, riant, rêvant. Les ombres qui les hantaient autrefois n'avaient aucun pouvoir dans la lueur chaude de leur vie partagée. « Rappelez-vous, » dit Jean-Luc en levant un toast imaginaire avec son verre de cidre pétillant. « Nous avons affronté les pires tempêtes et survécu. Quoi qu'il arrive, nous le gérerons. À nous, » trinqua Émilie contre son verre. « À la famille, à l'espoir, » ajouta Olivia, sa voix claire et confiante. Sarah ferma les yeux brièvement, capturant ce moment pour toujours dans son cœur. Ils avaient traversé chaque menace, chaque ecchymose, chaque cauchemar. Et maintenant, ils écrivaient une histoire différente. Une histoire de seconde chance, d'amour choisi encore et encore, d'un foyer où la peur n'avait pas sa place. Au fil du temps, la maison se remplit de cadres photos. Photos de remises de diplômes, de vacances, de moments stupides, de réalisations fières. Chaque cliché était un témoignage silencieux de la vie qu'ils avaient construite sur les cendres de la terreur. Aucun d'eux n'oublia les vieilles cicatrices, mais ces cicatrices avaient maintenant une nouvelle signification. Elles étaient la preuve de la résilience, du chemin parcouru et de la force que l'amour pouvait avoir face à la cruauté.
Émilie répétait souvent les mots du docteur Santos. Le traumatisme auquel nous survivons ne nous définit pas, mais il peut nous guider pour être des personnes plus gentilles et plus courageuses. Et ainsi, ils vécurent, jour après jour, forgeant un avenir qui semblait autrefois impossible. Un avenir où la pluie ne signifiait plus la peur, mais la promesse de nouveaux départs. Parce qu'au final, c'était leur histoire. Une histoire de sauvetage qui devint rédemption, de confiance brisée reconstruite, d'un milliardaire qui trouva un sens à protéger deux sœurs jumelles qui méritaient une vie sans cauchemar. Et surtout, c'était une histoire de famille. Une famille qui s'est relevée de débris brisés pour se tenir forte et unie, un témoignage du pouvoir imparable de l'espoir et de l'amour. Ils avaient mis fin au cycle de la violence et, à sa place, avaient planté des graines de compassion, d'empathie et de courage. Ces graines prirent racine, s'épanouissant en un avenir plus brillant que l'un d'eux n'avait osé l'imaginer. Et ainsi, avec les échos du passé ne les contrôlant plus, Émilie et Olivia embrassèrent la vie pour laquelle elles s'étaient tant battues. Ensemble avec Sarah, ensemble avec Jean-Luc, sachant que la véritable mesure de la victoire n'était pas seulement de survivre à l'obscurité, mais d'apprendre à danser dans la lumière.